Cette hebdo, édition du dimanche 9 mai 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Partis politiques, ils sont désormais 328 agréés au Cameroun. 11 nouvelles formations politiques viennent en effet de se voir offrir une existence légale. C'était le 5 mai dernier, à travers un communiqué radio-presse du ministre de l'administration territoriale. 11 nouveaux partis politiques qui viennent, selon Paul Atangandi, contribuer à l'animation d'un débat politique contradictoire et constructif. On en parle dans un instant. Mais avant ce sujet, nous dirons un mot sur les événements de Foumbot dans la région de l'Ouest, où le tribunal de première instance a été réduit en cendres, incendié par les populations qui se sont déchaînées après la mort d'un prévenu. Celui-ci n'aurait pas été admis à l'hôpital en raison du refus du procureur de cette localité. Et puis on reviendra sur cette suspension du MINAT. Paul Atangandi suspend en effet la vente des pistolets traumatiques en raison de l'insécurité grandissante, imputable en partie au commerce anarchique des armes à feu au Cameroun. À qui on impute justement les manquements observés dans la vente des armes à feu dans notre pays? On parle de tous ces sujets avec vous, Patrick Mani Dupris. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci Léla pour l'invitation, n'est-ce pas, que vous faites à ma formation politique une fois de plus sur votre plateau. Et bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. J'ai envie de vous demander quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine? L'actualité qui est au cœur, n'est-ce pas, de mon attention cette semaine était liée justement à la situation peu commune qu'on a vécue du côté de Foumbot, où les populations ont décidé de manière inattendue et dans un mouvement non contrôlé d'aller s'attaquer à une institution de la République qui est la justice, jusqu'à mettre le feu au niveau du palais, n'est-ce pas, du tribunal de première instance, n'est-ce pas, de cette localité, de cette administration, de cette administration judiciaire de notre pays. Donc c'est ce qui m'a le plus frappé, d'autant plus que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays libre où les citoyens ont la possibilité d'exprimer leur frustration, même leurs revendications à des instances différentes. On peut, si on estime à un moment donné que l'on est lésé dans son droit, se référer à une instance qui est supérieure à celle qui a été attaquée. Et qu'en dehors de cela, nous sommes des Africains et on sait que chez nous, en Afrique, il y a toujours des dialogues qui priment toujours sur la violence et que nous avons de ce côté-là un ensemble, n'est-ce pas, d'institutions aussi bien traditionnelles qu'étatiques qui permettent à ce que les gens puissent s'exprimer et puis d'aller vers des solutions liées aux multiples problèmes. Mais vous pensez que ces populations, que les différents canaux justement pour favoriser la libre expression des citoyens sont véritablement ouverts? Si oui... Si c'est ouvert, à moins que vous estimez que la violence va apporter quoi que ce soit. Au contraire, nous sommes passés d'un mort à 2 morts. Où vous comprenez donc que la violence, en réalité, elle ne résout rien du tout, à part aggraver la situation. Donc, je ne pense pas qu'on puisse, dans une république, chercher à résoudre les problèmes par la force. Oui. D'accord? Je n'ai pas dit que la faute revient aux populations. J'ai dit ceci, les populations doivent comprendre une chose, tout Camerounais doit comprendre une chose, on ne règle pas un problème tel qu'il soit, par la violence. La violence ne va faire qu'aggraver la situation et non arranger quoi que ce soit. La preuve, à Foumbot, ce jour-là, on a eu un autre mot, on a eu plusieurs blessés et des dégâts qui vont demander à ce qu'on puisse mettre de l'argent pour réparer tout ce qui a été soit cassé, soit brûlé. Donc la violence ne sert à rien du tout. Merci Patrick Mani Dupris d'être avec nous ce dimanche à côté de vous. On reçoit monsieur Christian Diok du PCRN. Bonjour Christian et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. Très heureux d'être une fois de plus sur votre panel. Combien important, ça faisait un bon moment. On s'interrogeait pourquoi on n'était plus là. Merci de nous avoir conviés une fois de plus. La dernière fois que vous étiez sur ce plateau, c'était quand, Christian Diok? En 2020, là. Christian Diok, fort heureusement, les téléspectateurs regardent. et je ne vais pas apporter de mentir à la télévision, mais comptez sur moi pour le faire en off. Alors, sur la même question que Patrick Mani Dupris, quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine? J'avoue que l'actualité qui a le plus retenu mon attention, c'est naturellement la célébration de la presse. Parce que voyez-vous, c'est votre fête, vous journalistes, vous avez, n'est-ce pas,
comment dire, marquer l'actualité. Sinon vous avez polarisé l'actualité avec cette célébration, et notamment le tweet de l'image fondamentale du journalisme camerounais, c'est-à-dire le président de votre syndicat, Denis Kwebo, qui lui a alimenté la toile en disant qu'il n'y a pas de journaliste qui soit détenu du fait de ses opinions journalistiques au Cameroun. Un avis que vous partagez? Je crois que oui. Je le partage évidemment, parce qu'il me semble que quand vous voyez un peu comment les émissions, les débats et autres sont traités au Cameroun, comme vous voyez ce qui est écrit parfois, je prends seulement le jour du 3 mai en lui-même. Si vous regardez la presse, c'était comme si c'était des enfants de la même maison. Voyez-vous, c'était 90% avaient le même titre. Le SGPR, le plus beau, l'homme a tout fait, le cœur du pays, et même les tabloïds les plus sérieux. On s'est demandé qu'est-ce qu'il a fait entre-temps. Là, vous êtes journaliste, connaissez-vous une actualité qu'a menée le SGPR d'ici 2 semaines, il y a 2 semaines ou un mois par là? Il me semble que non. Vous avez donc compris évidemment que à partir de là vous interrogez évidemment que voilà des gens qui revendiquent une certaine liberté, mais voilà ce qu'ils nous servent. Donc on interroge en elle-même. Quand vous dites les journaux les plus sérieux, de quel journaux vous parlez exactement? Vous pouvez faire la revue de presse. Je ne vais pas ici naturellement faire la publicité de certains ou alors égratigner d'autres. Mais ceux qui sont dits apparemment sérieux, les hebdomadaires même. Alors, Christian Diok, Cameroun Tribune, le 3 mai, les 100 premiers jours, exécutifs régionaux, les 100 premiers jours, mutation, Luc Messi, Augustin Tamba, la casse départ, ça c'est mutation. Le messager, CVU, décentralisation, mairie de ville, Augustin Tamba parle, ça c'est le messager. On est déjà à 3 journaux. Info matin, survie Cameroun, Pendaï Koka abandonne Camto. Le jour, patriotisme, comment on veut manipuler la presse? Je veux dire que voilà à peu près 5 journaux, mais aucun de ces journaux n'a parlé du SGPR. Voilà, je vous ai dit au moins, j'ai dit au moins, j'ai pas dit 100%, ouais, mais là, c'est ce que j'ai dit ici. Pourquoi vous ne lisez pas les autres journaux? Voyez-vous? Si vous regardez les autres journaux, effectivement. Et vous avez parlé des journaux les plus sérieux, Christian Diok. Oui, quand vous avez des journaux comme Émergents, ceux qui paraissent quand même Horizon Nouveau et autres sont des journaux qui paraissent quand même tous les jours et qui informent avec des directeurs de publication dont on dit rompus à la tâche. Mais on a quand même vu ce genre de titre. Je ne vais pas revenir sur ça. Merci Christian Diok d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, on reçoit Charles Dicam du MRC. Bonjour Monsieur Dicam et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour aux panélistes et bonjour aux téléspectateurs de STV. Alors, sur la même question, quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine? À part les nombreux malheurs des Camerounais, je pense que peut-être encore les malversations des Camerounais autour de la pandémie. Les tests vendus ici et là, par exemple, pour ne citer que cela. Revenons justement sur les événements de Fombot. C'était cette semaine, le MRC a commis un communiqué à travers son président Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Il dit qu'à force de pousser la population à bout, elle finit par en arriver à... Est-ce que Maurice Kamto justifie les violences qui ont eu cours à Fombot? Est-ce qu'il lui revient de justifier? Il ne lui revient pas de justifier, c'est pas son rôle. Pourquoi voudriez-vous qu'il justifie les violences? On explique les violences, on essaie de comprendre quelles en sont les raisons, qu'est-ce qui peut mener une population à ce type d'acte. Et en tant que justiciable, en tant que citoyen, vu le nombre d'injustices vécues au quotidien, on explique. Et expliquer ne veut pas dire justifier. Pourquoi voudriez-vous qu'il justifie un acte qui plus est n'est pas le sien? Non, c'est un fait de société, on l'explique, on essaie de comprendre pourquoi. On essaie de trouver, comment dirais-je, des remèdes à ces mots-là. Mais bon, ce sont des mots récurrents. Là-bas, s'ils se sont manifestés, ça pourrait être à Douala ou n'importe où au Cameroun, que nous n'en serions pas étonnés, puisque à la base, c'est encore s'il faut s'en tenir à la version que nous avons pour le moment, c'est encore du zèle de fonctionnaires. Christian Diok, comment vous analysez les événements de Fombot? Sous 2 prismes. Le premier, effectivement, est déjà de condamner ce qui est arrivé, parce que là, on a une institution de la République qui a été foulée, qui a été brûlée. J'ai suivi le reportage, je sors d'un média où tout à l'heure, j'ai suivi en direct le reportage d'un journaliste qui a couvert le terrain, qui vous dit qu'il y a près de 800 actes d'état civil qui est en processus de reconstitution. Voyez-vous, on a brûlé une institution comme celle-là, et vous imaginez ce que représentent 800 actes de naissance qui sont en phase de reconstitution, c'est-à-dire c'est des parents qui ont perdu des enfants qui ont perdu des actes, qui n'en ont pas, et on a abordé notre palier
qui est celui de la justice, pour reconstruire ces actes. Donc c'est vraiment à réprimander. Mais le second élément que je voulais convoquer est celui de l'expression de liberté. Sans vouloir, n'est-ce pas, cautionner ce qui s'est passé, il faut interroger les motivations qui emmènent les populations à se soulever, ainsi de suite. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il savait qu'il y ait un détenu qui, revendiquant un droit, qui est un droit fondamental, parce qu'il faut qu'on dise aussi aux populations, être détenu, vous êtes privé d'une liberté, mais pas de toutes les libertés. C'est la liberté d'aller et de venir, donc vous êtes privé. Vous avez par exemple le droit à la vie, vous avez le droit à l'eau, c'est tout ce qui est à la santé, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici. Qu'un détenu, un prévenu même, apparemment, un prévenu qui a écrit au procureur de la République de pouvoir laisser soigner après d'autres, c'est-à-dire on est là dans la logique du 2 poids, 2 mesures, Mani, il faut qu'on se dise la vérité quand même, dans la logique du 2 poids, 2 mesures, et c'est normal que celui-là puisse effectivement demander ce droit à la santé qui n'a pas été effectivement mené, qui ne lui a pas été donné. D'où donc, il a été laissé en prison et peut-être qu'il serait mort en prison. Parce que si je veux citer ce journaliste, c'est Jean de Dieu Coignet de la CIATV qui dit tout compte fait, je veux prendre sa conclusion, il a été retrouvé à l'hôpital, couché sur l'île de l'hôpital. Or, la population dit qu'il a été transporté, qu'on a vu comment on l'a transporté, l'a mené à l'hôpital. Ce sont des événements assez malheureux qu'il faut condamner avec les dernières énergies. Et c'est ci qui est la conséquence du zèle de certaines autorités administratives et policières. Vraiment, quand vous allez dans l'arrière-pays, à Douala, c'est encore mieux, ou dans les grandes métropoles, c'est mieux, mais dans l'arrière-pays, cela abuse effectivement de nos droits, viole nos droits au quotidien, et c'est pas sérieux. Effectivement, une telle chose, vous voyez, c'est à quoi ça peut entraîner. À votre avis, comment doivent réagir les populations confrontées à ces cas de figure-là? Non, je pense qu'il y a d'autres mécanismes d'expression de liberté. Quand on vous fait le déroulé, on vous dit ils ont barré la route, ils ont barré la voie, ça on s'en tenait jusque-là. Ils n'avaient pas à aller brûler le palais de justice, parce qu'ils vont eux-mêmes assumer dès lundi les conséquences. Je vous prends le cas par exemple des 800 actes de naissance que j'ai cités ici. Ceux qui sont bénéficiaires, c'est eux qui vont en assumer les questions. Et on vous l'a dit, c'est l'intervention de l'élite aussi, de l'élite oligarque, qui a conduit à marquer une étincelle de plus. Ça, c'est d'autres éléments. J'ai suivi ça dans un reportage ce matin, de la CIATV, peut-être je ne vais pas le nommer, mais je vous cite deux journalistes, Jean de Dieu Coignet, il me semble, qui a couvert les événements, qui vous dit comment ça s'est passé et que cette élite est venue intervenir, comment ça a davantage encore actionné les populations. Donc c'est le discours. Vous voyez qu'il y a deux éléments qu'il faut comprendre là. Un, le service public de la justice qui est corrompu, voyez-vous, c'est ça la conséquence, c'est ça la cause de départ. Et de deux, l'élite qui, dans son zèle habituel, est venu, n'est-ce pas, ajouter la poudre au feu. Patrice Manick-Dupris, Mutation pense que ces événements mettent en lumière la désaffection des justiciables vis-à-vis de la justice camerounaise. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne partage pas ce point de vue. Normalement. La preuve en est que les Camerounais, ils vont chaque jour devant les tribunaux pour poser plusieurs problèmes. Si les Camerounais ne croyaient plus à la justice de leur pays, personne n'irait. Prenons même par exemple la CONAC. Quel est le service public au Cameroun qui est le plus corrompu? Prenons seulement la justice. Comment est rendu le service public de la justice? C'est connu au Cameroun. On ne va pas faire comme si on était dans un autre pays. Vous et moi savons que le service le plus corrompu au Cameroun, c'est le service public de la justice. Je dis ceci, les Camerounais, ils vont toujours devant la justice. Ils en ont une autre. Je dis, les Camerounais, ils vont toujours devant la justice parce qu'ils y croient. Ne faisons pas un cas particulier, un cas général. Et j'ai bien suivi l'interview dont vous faites allusion ce matin. Il faut prendre l'interview dans sa globalité. Il n'a jamais été dit dans cette interview que le juge n'a pas fait son travail. Que le juge qui a été saisi n'a pas fait son travail. Vous savez également, comme vous et moi, que la justice prend du temps. Il y a des procédures judiciaires qu'il faut déclencher pour évacuer un prisonnier de la prison vers les centres de soins. Et il savait donc qu'aujourd'hui, il y a plusieurs de ces procédures qui sont longues. N'oublions pas aussi qu'il y a un autre problème également dans nos tribunaux, c'est le problème des effectifs. Vous avez parfois un seul juge qui suit à la fois 5 ou 8 ou 15 affaires. Vous pouvez leur poser un problème de gouvernance dans le régime vous défendez. Permettez que sanctifier l'échec. Et ce n'est pas un problème camerounais. C'est pas un problème camerounais. C'est pas un problème camerounais. Il faut bien le comprendre. Les effectifs dans les juridictions, dans le monde, posent ce problème-là dans plusieurs pays. C'est pas seulement ici, c'est nous. Et c'est parce qu'on ne peut pas aussi surcharger l'administration. C'est parce qu'on ne peut pas aussi surcharger l'administration judiciaire. C'est une réalité.
Donc, nous connaissons bien qu'il y a ces problèmes-là. Et si vous suivez bien, attentivement, l'interview dont vous avez parlé, il n'a pas dit que ça n'a pas été pris en compte. C'était en train d'être pris en compte, mais malheureusement, comme d'autres avant lui, il est décédé en pleine procédure d'évacuation de la prison pour l'hôpital. Et c'est pour ça qu'on a justement retrouvé son corps quelque part entre la voiture et l'hôpital. Maintenant, vous avez vous-même, Patrice Dupré, vous avez vous-même parlé de ces lenteurs administratives. Oui. Et vous avez vous-même fait. C'est pas lié aux hommes. C'est pas lié aux hommes pour la plupart des fois. Parfois, c'est lié aux procédures. Parce qu'il faut il faut d'abord qu'un médecin atteste qu'effectivement ce cas donc c'est un cas qu'il faut amener à l'hôpital. Et maintenant, il y a d'autres procédures à l'intérieur des juridictions qui amènent à valider tous ces documents qui amènent quelqu'un de la prison. Il y a une procédure qui déclenche l'ambulance de la présidence. Je vous en prie. Vous pouvez jouer à ce jeu. Vous savez, non, c'est pas un jeu, c'est la vie des Camerounais. C'est pas un jeu, c'est la vie des Camerounais. Je sais que vous, là, comme on coupe, j'espère que ça ne dérange pas. J'espère que quand je vais le couper, personne ne m'empêchera de parler. Monsieur Charles Jikam, je sais que vous êtes partisan de la violence. Je sais que votre parti politique a toujours fait de la violence son leitmotiv. Vous avez toujours été ceux qui pensent que tout se règle par la violence. On vous a vu, casse des ambassadeurs. On a même vu certains leaders de votre parti aller s'asseoir avec les ambazoniens pour dire qu'ils achètent les armes et autres. On vous a vu dans plusieurs choses qui ne font que l'apologie de la violence. On a même suivi votre président du MRC qui comprend et qui comprend l'attitude des ambazoniens qui tuent brutalement les gens dans le nord-ouest et le sud-est. Donc, pour ce qui vous regarde, je sais bien que vous êtes à l'aise avec tout ce qui va avec la violence. Ce qui n'est pas le cas du RDPC. Dans le RDPC, nous comprenons ce qui se passe. Nous pouvons les causes du problème et nous essayons d'apporter des solutions par rapport à ces causes-là. Donc, si je reviens au cas de Fombot, allons-y aux solutions. Que faire pour que ce type d'acte ne se repose plus? Justement, c'est ça que je parlais. J'ai d'abord parlé des procédures qu'il va falloir révisiter pour les simplifier, pour permettre à ce que dès nos prisons, qui est déjà une première prise en charge. Parce qu'il faut avouer que dans nos prisons, il existe des dispensaires, mais qui sont mal fournis en équipement. Ce qui fait que la prise en charge, elle n'est pas optimale dans nos prisons. Donc il faut d'abord régler ce problème-là, donc d'abord au niveau de nos prisons, en fournissant le matériel et le personnel nécessaire qui va prendre en charge les prisonniers en cas de maladie. Mais si besoin, il y a évacuation à faire dans des cas très critiques, il faudrait également qu'on mette sur pied des procédures plus simplifiées qui vont permettre de régler ce genre de cas, mais on doit éviter absolument la violence. En tant que justiciable, quel est le regard que vous portez sur la justice camerounaise en me référant au titre de mutation? J'embraye sur lui jusqu'à présent qui bénéficie de cette possibilité d'évacuation, sinon que vos anciens camarades. Mais la mère de Kamtou a été évacuée en France par l'État du Cameroun. Elle était en prison. Mais elle était en liberté. Elle était en liberté. Oui. Elle a été évacuée. Vous en avez la preuve? Oui, j'ai vu la preuve. Mais elle est camerounaise ou pas? Elle est camerounaise ou pas? Mais elle a quand même bénéficié. Elle est camerounaise ou pas? Vous avez demandé qui? C'est avec l'argent des impôts de qui? Je parle des prisons dont vous parliez. Où sont la majorité de vos camarades? Vous avez parlé de prisonniers. Oui, nous parlions des prisons. Je vous parle donc des prisons. Je vous dis qu'à part vos camarades qui ont les moyens, parce que même en prison, ils revenons à la question justement, en tant que justiciable. Il y a que qui arrive à se faire. Revenons à la question, Charles Dikam, en tant que justiciable, quel est le regard que vous portez sur la justice camerounaise, la façon dont elle évolue? Mais écoutez, sauf à faire preuve de cécité volontaire, je pense que les 3/4 des Camerounais savent dans quel état est notre justice, ou l'absence de justice qu'il y a au Cameroun. Ça, c'est un secret de polichinelle. Vous savez, j'aurais aimé me glorifier de plein de choses. J'aurais aimé faire preuve de fierté
d'avoir des stades à 100 milliards. Mais quand on n'a pas d'eau, quand on n'a pas d'électricité, quand on meurt encore parce qu'on n'a pas de Nivaquine, je pense que la priorité n'est pas de bomber le torse pour avoir de beaux habits. Voilà. Donc c'est dans cette situation-là que l'État RDPC nous a mis depuis 40 ans. Et ils en arrivent encore eux-mêmes à pouvoir dire que dans les prisons, on est incapable de faire face aux soins de première nécessité. 40 ans après, il leur en faudra encore combien? 40 pour qu'on y arrive? Et je ne parle pas de l'extérieur, je ne parle pas... tout à l'heure, j'évoquais en entame la Covid. Bon, peut-être qu'on aura en parlé tout à l'heure. Non, la justice camerounaise, vraiment, nous y sommes confrontés parce que c'est la seule que nous ayons en face de nous. Hein. Et que, effectivement, quand d'autres qui ont une autre compréhension des choses, qui subissent peut-être les choses de manière différente de nous, on arrive aux extrêmes de Foumbot, on ne justifie pas, mais quelque part, on sait pourquoi, on sait comment ils y ont été menés. Alors, comment éviter, Christian Diop, comment éviter que de tels actes se reproduisent? La première des choses, c'est humaniser, n'est-ce pas, le service public de la justice au Cameroun. Il faut humaniser le service public de la justice au Cameroun et il faut sortir, n'est-ce pas, les administrateurs de leur schéma cognitif actuel, qui comprennent effectivement qu'ils ont affaire aux humains face à eux. C'est des gens qui réagissent souvent comme s'ils étaient des demi-dieux. Voyez-vous, ils ne comprennent pas effectivement à quoi ils ont fait. C'est quand ils se retrouvent dans ces situations qu'ils comprennent effectivement qu'il était question d'améliorer ces conditions préalablement. Vous n'avez qu'à prendre le cas de certains ministres qui aujourd'hui demandent à être bien lotis dans ces prisons disaient que ces prisons effectivement ne sont pas des hôtels à 4 étoiles. Aujourd'hui, ils se retrouvent. Donc on devrait avoir un minimum au moins. On devrait sortir, n'est-ce pas, des conditions actuelles et comprendre qu'il faut évoluer. La prison n'est pas un mouvoir, voyez-vous. La prison est notre vocation à resocialiser des gens. Ce n'est pas seulement ce qui est servi pour le moment et qu'on comprenne et que notre justice puisse évoluer. Comparativement à ce que Mani disait tout à l'heure, non, ces gens n'y vont même pas ou ne travaillent même pas. On connaît comment ils font. Ils attendent, c'est de la lenteur judiciaire tient lieu de quoi? Effectivement, parce qu'on attend le dollar, comme on dit au quartier. Ils attendent qu'on vienne négocier et qu'on vienne les corrompre au quotidien, ce qui fait le service public le plus corrompu au Cameroun depuis beaucoup d'années désormais. Et c'est terrible quand même. Il faut évoluer, il faut sortir de ce schéma cognitif. Pour moi, le système, cela atteste effectivement de la mécanique gouvernante de ce système actuel. Donc on ne pourra rien changer avec ce régime actuel. Il faut évoluer, il faut passer à autre chose. C'est pour ça que nous on en appelle à la révolution des populations, qui a dit révolution, c'est-à-dire à la socialisation, de comprendre les nouveaux paradigmes qui sont proposés à eux, de comprendre qu'il faut passer à autre chose, parce qu'en l'espèce, avec ce régime, vraiment, n'attendez rien, n'attendez plus rien sinon. Alors, il nous a également rejoint sur le plateau, avec quelques minutes de retard. Il est tout pardonné parce qu'il vient de Yaoundé. Malheureusement, les embouteillages à l'entrée de la ville ont eu raison de sa volonté d'être présent, d'être à l'heure sur ce plateau. Valère Bessala, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Madame Leila, bonjour à vous, à mes companélistes, bonjour à vous millions de téléspectateurs. Je suis très ravi de cette invitation et vous m'avez déjà excusé et je réitère ces excuses-là que je demande à vous millions de téléspectateurs pour ce retard. Qui n'est pas tout à fait dû à ma volonté, mais bon, j'aurais pu aussi me lever quand même un peu plus tôt et prendre le bus de 6h au lieu de celui de 7h. D'accord. Alors, un mot sur les événements de Foumbot. Vous savez, c'est ça aussi, c'est comme cela que va le pays. Vous savez, Foumbot est en fait un prodrome, c'est-à-dire un signe qui montre en fait le malaise général qui sévit presque dans toutes les couches sociales du pays et dans toutes les régions. Donc, il faut bien voir Foumbot comme étant cet élément-là qui nous interpelle tous, c'est-à-dire le rapport du justiciable et face à la justice. C'est comme cela que je peux résumer cela. Mais il faut aussi voir Foumbot comme étant le rapport entre l'administration et elle-même, c'est-à-dire que l'administration judiciaire et le commandement territorial ou l'administration tout court, parce que c'est là cette lecture qu'il faut faire de façon en fond. Il faut aussi voir Foumbot comme le symbole même du malaise entre l'administration en elle-même générale, c'est-à-dire judiciaire et le commandement territorial, et en sous-bassement nos auxiliaires de l'administration, c'est-à-dire les chefferies. Parce que vous savez que le Cameroun est un pays tellement bien étayé par ses textes et tellement bien construit par sa dynamique administrative qu'on ne comprend pas toujours pourquoi il y a ce genre de dysfonctionnement. Parce que figurez-vous qu'à Foumbot, il y a bien
des chefs de quartier, il y a des chefs traditionnels. Quand une affaire comme celle-là arrive, il y a quand même lieu pour l'autorité administrative qui a été saisie de l'affaire et qui a dû prendre ses dispositions, qu'au moins la justice puisse collaborer avec l'autorité administrative pour qu'en bonne entente, on puisse arriver à quelque chose. Donc vous voyez déjà qu'il y a ce hic. On peut peut-être évoquer encore Fumban. Vous savez ce qui se passe à Fumban avec le maire et tout ça. Un chef traditionnel, fut-il de premier degré, n'est qu'auxiliaire d'administration. Vous arrivez donc à Fumban, c'est aussi cela l'élément. C'est-à-dire que quel est le niveau de collaboration ou le niveau de considération qu'a la justice, qui est une administration sensiblement à part avec les autres administrations. Parce que vous savez que dans le décret de 2008, décret numéro 377 2008, barre 377, justement, qui porte sur les fonctions des commandeurs. Je résume comme cela, sur les autorités administratives et organisations de leur service. Le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, pour citer les têtes de proue dans les arrondissements, les départements et les gouverneurs, ne gèrent pas en fait les régions, ne gèrent pas en fait la justice et la défense. C'est-à-dire, quand je dis ne gère pas, c'est-à-dire que la défense, les forces de maintien de l'ordre sont mises à leur disposition pour emploi. C'est le seul rapport. C'est-à-dire qu'ils peuvent mobiliser la police, ils peuvent mobiliser la gendarmerie, ils peuvent mobiliser l'armée, par exemple, dans le cadre du maintien de l'ordre. Mais ils ne peuvent pas mobiliser la justice. Vous savez qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. On a donc comme une impression, c'est que le service judiciaire se comporte comme un État dans l'État. C'est-à-dire, c'est un État froid, mais qui donne l'impression de ne plus être humain. Pourtant, il est composé de personnes humaines qui sont censées, certes, appliquer les textes froidement, mais avoir une certaine dose d'humanité. Quand vous restez donc sur la question de Fumban, le monsieur, son domicile était connu. C'est un père de famille. Et puis, s'il est souffrant, la moindre des choses voudrait que le procureur, qu'on se rapproche de lui et qu'on lui dise de quoi souffre le monsieur. Et s'il y a nécessité, qu'on le mette à la disposition d'un médecin qui puisse le consulter et puisse trouver une solution. Donc, vous voyez qu'on arrive à ces genres de choses-là qui parfois interrogent sur le sérieux de ces gens qui travaillent de ce côté-là. Et parfois aussi les faits de corruption et ces accointances-là et ces compromis de nos personnels judiciaires font parfois que le citoyen se retrouve un peu grisé, frustré, et on arrive à ce genre de résultats. Deuxième sujet d'entrée, pour la Tangandi suspend la vente des pistolets traumatiques en raison de l'insécurité grandissante imputable en partie au commerce anarchique des armes à feu. On va commencer par vous, Charles Dicam. Comment est-ce que vous analysez le contexte dans lequel intervient cette suspension? Moi, je sais pas vraiment le contexte qui m'interroge, mais je me demande déjà combien d'armureries il y a au Cameroun qui vendent officiellement des armes. Bon, je ne sais pas vraiment s'il n'y a pas d'autres occupations chez lui. C'est un décret qui ne sert à rien. Je ne sais pas si à Douala, il y en a même encore eu. C'est pas pour 2 ou 3 armureries, c'est pas. On sait très bien d'où viennent les armes qui circulent au Cameroun, mais ces armes viennent des différentes frontières où il y a comment dirais-je, des guerres. Hein. Il y en a chez plusieurs de nos voisins. Ce sont des armes entrées illégalement, et c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Et déjà essayer de faire cesser nos propres conflits en interne, qui sont aussi générateurs d'armes en circulation, et puis faire en sorte que nos frontières soient un peu moins poreuses. Ça veut dire peut-être aider les voisins qui sont dans les mêmes difficultés que nous. C'est tout. Sinon, vraiment, c'est comme les machettes. Qu'est-ce que c'est devenu? Il avait pris un décret aussi pour des machettes, non? Il fallait se faire identifier avant d'acheter une machette. Non, il faut qu'il s'occupe à autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses à faire entre-temps. Avez-vous l'impression, Patrice Mani-Dupré, que le MINAD prend ce problème par le bon bout? Parce qu'en croire Charles Dicam, le problème ne se pose pas avec les armureries. Le problème se pose. La preuve, le ministre est sorti sur la question, c'est parce qu'il y a un problème qui se pose. Et la sortie du ministre n'est pas la première. Si on se souvient bien, en 2008, le 4 avril 2018, en 2013 avant. En 2013 et en 2018, il était sorti pour le même problème. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit ou bien parce que le ministre manque quoi faire qu'il sort pour parler de ce problème-là. Vous savez, il y a 2 lois dans notre pays qui encadrent tout ce qui est lié aux nos armes. Vous avez la loi numéro 2016/15 du 14 décembre 2016 qui porte sur le régime
générale des armes à feu, des munitions et autres. Et vous avez la loi de 62-113, n'est-ce pas, qui dit clairement donc, comment on fait pour acquérir les armes et autres. Et il s'est avéré que dans plusieurs armureries de notre pays, on ne respecte plus ces textes-là. Et le ministre, lors de sa conférence, a souligné clairement qu'est-ce qui ne fonctionnait plus. Et pour lui, ça pose un problème. Un problème qui est plus grave encore, c'est celui de la traçabilité. C'est-à-dire, lorsque dans les armureries, vous n'avez même plus de registre donc pour les achats d'armes, lorsque les armureries n'envoient plus au niveau des autorités administratives et même la question que j'ai envie de vous poser, Patrick, les noms de ceux qui achètent des armes, ça pose un problème. Est-ce que le Camerounais lambda peut se lever et aller acheter une arme sans autorisation? Justement, c'est pour ça qu'on vous dit que tout cela est encadré par la loi. Mais dans les faits, on se rend compte que cela se passe. C'est pour ça que le ministre intervient. Mais c'est pour ça qu'il intervient pour faire comprendre que, attention, il y a des lois. Donc en fait, il y a une procédure. Certains achètent des hommes sans pour autant recevoir en amont des autorisations. Quand vous avez posé ce problème à l'heure du jour, mais je trouve que vous avez bien suivi. C'est ce que le ministre dit. Il y a un problème de traçabilité. Il y en a qui achètent des armes sans avoir aucune autorisation. Il y a des armeries qui vendent les armes sans respect de la procédure. Parce que même quand vous avez cette autorisation-là, ils ont l'obligation de communiquer à la police, à la gendarmerie et même à l'autorité administrative votre nom, en disant tel a acheté telle arme dans notre armure et voilà, le numéro c'était calibre haut. Mais ça ne se fait pas. Donc il est dans son droit et après, comme vous avez parlé là du Camerounais XY, il est donc en proie à l'insécurité. Parce que quand les armes circulent sans savoir qui possède ces armes-là, mais c'est tout à fait normal que les grands gangs, donc ces groupes-là qui sévissent dans nos villes et autres, se trouvent avec des armes à feu. Et c'est de ça dont il est question à ce niveau, de rappeler aux responsables. Il a demandé combien ils sont, c'est plus d'une trentaine. Si on s'en tient seulement à ceux qui étaient là le 6 mai, ils étaient au nombre de 38 responsables de ces entreprises-là qui étaient là pour eux-mêmes. Ils reconnaissent qu'il y a un problème et qu'il faut réguler le fonctionnement. Et le ministre leur fait comprendre que oui, il faut regarder ce que dit la loi et rester dans la loi. Ceux qui ne vont pas s'inscrire dans la légalité, ils seront suspendus. Il y a un autre problème, là, je vais le dire rapidement. Je ne sais pas si, de mémoire de Camerounais, on a déjà vu autant de gens se promener armés de manière ostentatoire partout, dans les bars, les boîtes de nuit, voilà, en plein... Oui, non, mais que fait donc la police? Parce que cela ne se cache pas. C'est donc que les ministres sont pour je pense aussi qu'il y a eu pléthore d'autorisation de port d'armes. Aussi, parce que je ne me vois pas, moi, citoyen lambda, avec une arme, ne même pas la cacher. Je ne sais pas si un d'entre nous ici a mis un mois sans croiser quelqu'un dans un endroit où, a priori, il n'est même pas supposé entrer avec une arme. Monsieur enfin que cette sortie était méritée. Avec vous, Christian Diok, on souligne l'impact de la corruption sur la prolifération des armes à feu au Cameroun. Justement, Faustin vient de rappeler, non, Charles, autant pour moi, vient de rappeler un élément que je voulais convoquer. Pour commencer par là, hier même j'étais encore avec quelqu'un qui lui se baladait avec son arme, ainsi de suite. On allait, je veux dire, on faisait un peu un tour pour visiter comment fonctionne l'économie de la nuit. Et on l'a vu dans ces conditions-là, ça fait un peu peur. Mais moi, je voulais saluer cette décision du ministre, voyez-vous. Quand il avait pris la première, tout en inspection des machettes, je me demandais, mais c'est monsieur, qu'est-ce qui passe par sa tête? Alors qu'il y a des armes qui pullulent dans tout le pays, en cette situation, je veux dire, en cette période où on emploie l'insécurité, il ne faut vraiment pas s'amuser. Là, il faut qu'on soit sérieux, il faut sécuriser le territoire, il faut sécuriser le pays, parce que les conditions... La première sur la vente des machettes et des hatches dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est de celle-là que vous parlez? Oui, évidemment. Oh, on voyait les armes circuler... Comment est-ce que vous appréciez l'impact qu'elle a eu sur la réduction des tueries dans le Nozo? N'étant pas au fait, je ne peux pas mesurer l'impact de la chose. Mais sinon, ce que l'on constate désormais, ce n'est plus les machettes, les haches qui opèrent
mais c'est davantage les armes, les bombes artisanales et autres sophistiquées. Donc ça veut effectivement dire que la chose a muté. On est parti des machettes pour les armes. On peut aussi comprendre cette décision, les motivations qui guident cette décision. Mais à date, je vais être assez circonspect pour dire cela dépend de la sécurité de l'État. Il faut être essentiellement prudent. Et pour une fois, moi je vais en appeler, n'est-ce pas, M. le ministre Tangandji, de prendre, comment dirais-je, de prendre ses pouvoirs et de pouvoir réguler la situation, parce que c'est extrêmement dramatique pour nous qui allons un peu dans ces zones, traverser un peu Bonabiri, et vous allez voir un peu comment ça se passe de ce côté. Donc ça fait peur, pour qu'on ne vienne pas, pour qu'on n'en arrive pas à un Masland un jour. Vraiment il est temps de pouvoir mettre sur pied des mesures assez, je dis même assez coercitives pour réguler automatiquement la question avant que la situation ne soit dramatique. Imaginez si à Fumban par exemple, ces gens avaient aussi des armes comme à Douala le cas, on serait où en ce moment. Donc vraiment, soyons prudents à ce niveau et que le ministre... Valère Bessala, avec vous, on analyse justement le contexte dans lequel intervient cette mesure du MINAT. Ben, je serais peut-être un peu dur, hein, vous allez me pardonner, je serais un peu dur parce que j'estime que le ministre n'a rien à faire. Il n'a rien à faire tout simplement parce que si on connaît le nombre d'armureries qui existent dans la République, et d'ailleurs ils ont des agréments pour cela, comment voulez-vous qu'ils prennent une telle décision? Pour créer une armurerie, on connaît la procédure. On sait où on obtient les armes à l'extérieur pour les revendre ici au Cameroun. On connaît la procédure pour faire partir une arme d'une armurerie à un individu. Et le ministre lui-même est l'autorité civile, la seule autorité civile en charge de l'autorisation des armes, du port d'armes aux civils. Le DGSN, c'est S-qualité, c'est-à-dire qu'il demande qu'un policier qui est nouvellement recruté puisse porter une arme de poing, parce qu'en fait, il s'agit des armes de poing, à part les armes de travail qui peuvent être ce que vous connaissez déjà. Dans l'armée, le ministre de la Défense, c'est lui et tous les services subséquents, c'est-à-dire les AK-49 ou les Kalachnikov et tout ce que vous pouvez imaginer, et tous les armes qui viennent peut-être de l'armurerie, la manufacture de Tulle ou de Saint-Étienne ou alors de la manufacture russe. Cela dépend, ou de la manufacture roumaine. Alors, prendre une telle décision, moi je trouve qu'il n'a pas grand-chose à faire parce que je pense que toutes ces décisions qu'il a eu à prendre cette semaine, d'ailleurs la dernière peut-être va faire le sujet principal, montrent effectivement qu'il est mal en point politiquement et il a besoin de se débattre au dernier souffle pour sauver sa tête. Je crois qu'en fait, quand on est dans une logique d'armes, ce n'est même pas lui qui commence par protéger pour prendre cette première décision. Sur le ministre, ça dit en son temps, moi j'étais encore au commandement, j'étais encore adjoint au préfet. Et puis sous-préfet après, on avait demandé à tous les citoyens qui étaient porteurs d'armes, que ce soit des armes de chasse, que ce soit des armes de fabrication traditionnelle, de les ramener vers les autorités administratives afin qu'elles soient concentrées, qu'elles soient canalisées et qu'elles soient gardées, identifiées et gardées. Cela a été fait. Lui, il est arrivé, la première décision, c'était de demander que les haches et les machettes dans le nord-ouest sud-ouest reviennent. Écoutez, vous allez à un quincaillerie, vous achetez votre machette pour aller défricher, on vous demande de venir la garder chez le sous-préfet. À quoi ça sert? Non, c'était pas de garder, à quoi ça sert? On ne va pas non plus dire, si ce n'était même pas pour garder, si ce n'était pas pour garder... Comment vous faites pour identifier les machettes? Si ce n'était même pas pour garder, si ce n'était même pas pour garder, je me poserais même encore des questions. C'était donc pour faire quoi? Pour identifier les machettes? Donc alors ça devient encore un peu plus compliqué. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors j'avance un peu pour dire encore que cette décision est d'autant plus surprenante que vous allez vous rendre compte qu'il n'avait pas besoin de le faire. Je vais prendre 2 ou 3 éléments. Parce qu'en fait, les armes que l'on retrouve à l'intérieur peuvent venir soit d'un civil, mais ça c'est connu parce qu'en fait, lorsque vous faites une demande de port d'armes, si c'est des armes de chasse, le préfet le gère avec le gouverneur, ils peuvent gérer ça en région. Mais quand c'est des armes à titre personnel, des armes de poing, des PA, ce qu'on appelle les pistolets automatiques, c'est le MINAT. Vous faites une demande et puis on vous fait une autorisation d'achat. Quand vous faites une autorisation d'achat, vous l'achetez là où vous voulez. Vous pouvez même demander d'acheter... Je préfère après un examen, comment on appelle ça? Oui, tout ça. Oui, tout ça. Moi, j'ai vu tout ça. Donc, autorisation d'achat, vous pouvez aller aux États-Unis, vous ramenez un Magnum 357 ou n'importe quoi, je ne sais pas trop. Quand vous ramenez l'arme, vous la ramenez au MINAT et vous dites voilà ce que j'ai acheté et on prend donc les spécifications, on envoie encore au service technique pour enregistrement et on peut donc vous donner l'autorisation de port d'armes. Ça veut dire qu'une fois que vous avez donné l'autorisation d'achat, vous n'avez pas déjà
le droit de la porter. Cette arme-là. Vous demandez encore le port, et c'est le port qui est définitif. Et le port manifeste donc est un manifeste qui précise le numéro de l'arme, ses caractéristiques, le lieu d'achat, le nom du vendeur, l'entreprise qui a vendu, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on retrouve votre arme dans les sucreries du quartier, on a juste à prendre le numéro et on remonte à vous. C'est aussi simple que ça. La même chose pour les armes qu'on retrouve dans les sous-quartiers, puisqu'on j'ai cru entendre que les armuriers donnent les armes à tout le monde dans la nuit, tout ça, ils vont partout. On trouve une arme, ces armuriers aussi ont une traçabilité, puisque quand ils achètent des armes à l'extérieur pour venir les revendre au Cameroun... Qu'est-ce que vous faites des armes qui entrent justement de façon illégale? Non, j'en arrive à ce point, mais je veux d'abord régler le problème des armuriers pour dire qu'en fait c'est un faux problème. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'a rien à faire. Parce qu'en fait, quand ils commandent des armes à l'extérieur, ça arrive par conteneur. Il y a une fiche qui identifie chaque arme qui se trouve dans le conteneur. Et il y a tout un convoi sécurisé qui suit cette cargaison jusqu'à l'entrepôt de l'armurier pour s'assurer que les armes qui sont parties du port pour être vendues dans cette boutique, parce que ce n'est que des boutiques, sont arrivées à bon port et qu'elles sont sécurisées. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de penser qu'il y a une profusion d'armes venant des armureries locales pour l'extérieur sans contrôle. Par contre, à la police, nous on a eu des cas, comme dans l'armée, et il y a des sous-traitances. Je vais déjà vers là où vous voulez m'amener. Il y a des sous-traitances, c'est-à-dire un policier parfois qui est de moralité douteuse, dont les parents voulaient absolument qu'il fasse quelque chose de sa vie, il est entré dans la police, et puis il prend son arme à 18h, il donne au gars, vous venez me remettre à 6h et vous me remettez le butin, ma part de butin. C'est-à-dire que l'arme sert de sous-traitance à l'insécurité. La même chose avec des soldats, par exemple. Vous avez eu, par exemple, des cas. Je vais continuer encore et pour dire que si on élève un peu le niveau, s'il vous plaît, je n'ai pas l'habitude des débats où je parle ou quelqu'un d'autre parle. Vraiment, évitez. Patrick Mani Dupris, c'est exagéré. Vous aurez, permettez, non, qu'on laisse monsieur Bessala entrer dans de l'enfumage juste parce qu'il est administrateur dit du n'importe quoi. Patrick Mani Dupris. Vous dites que ça n'est jamais arrivé. Il est dans le lui-dire. Il n'a aucune preuve de ce qu'il raconte là. Il vient sur un plateau, il raconte des choses contre une institution et on laisse faire. Mais quand même, un peu de limite. Monsieur Dupris, permettez qu'il termine son analyse. Merci. Mais c'est pas une analyse. Ça, c'est pas une analyse. Alors c'est son regard, c'est son regard. Permettez qu'il termine et vous aurez l'occasion de rebondir. Si ça n'était que moi, vous ne seriez même pas là. Charles Dicam. Donc laissez-le s'exprimer. Charles Dicam, Monsieur Dupris, Monsieur Bessala a encore la parole. Merci, messieurs. Alors j'espère qu'il mettra du prix et de la valeur à son nom et à son autorité sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas. Je voudrais terminer donc sur le dernier pan pour dire que s'agissant donc des autres armes, pour parler du nord-ouest et du sud-ouest, non, il faut qu'on se comprenne. Le nord-ouest et le sud-ouest sont équivalent pratiquement dans la logique réelle de la logique Boko Haram chez nous, c'est-à-dire dans le Grand Nord, et c'est le cas en Centrafrique avec ce que vous imaginez. C'est-à-dire que l'écrêtement du gouvernement Kadhafi a laissé passer et confluer vers nos zones des armes de petit calibre, et même certaines armes lourdes qui passent par cette zone-là, c'est-à-dire venant de Libye, passant par la frontière algérienne, malienne, nigérienne, soudanaise, tchadienne, puis chez nous. Mais pour le cas du nord-ouest et du sud-ouest, il faut plutôt partir du côté de ce côté du Nigeria, c'est-à-dire avec les Freedom Fighters de ce côté-là, dans l'état du Borno State et de tous les autres états qui sont un peu confluents à cet état-là, justement, où une forte quantité, un grand nombre d'armes circulent dans ces zones-là. Et quand la guerre a commencé, il faut bien qu'on se le dise. Les armes passent d'ailleurs. Là aussi, je n'ai pas besoin de vous. Vous savez que c'est ça l'actualité. Nos bi-delta ont eu plusieurs fois à raisonner des cargaisons d'armes et des munitions qui passent par la voie d'eau, par le fil d'eau, et arrivent dans le nord-ouest pour la fourniture de nos jeunes frères qui sont là-bas et qui promeuvent cette insécurité. Voilà ce qui se passe dans cette zone. Donc vous comprenez que, c'est pour ça que je disais que le problème n'est pas là-bas. Le problème est la maîtrise de nos frontières. Il faut qu'on se comprenne. La porosité de nos frontières est telle qu'il est difficile à l'État de pouvoir savoir ou contrôler
qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort? Si vous prenez par exemple Yomodjok, qui est le petit arrondissement qui se retrouve, parce que pour aller à Yomodjok par exemple, vous sortez du Cameroun par voie d'eau, par pirogue, et vous revenez à Yomodjok. Quand ce prophète va prendre son commandement, il passe par le Nigeria, je suis désolé. C'est comme cela que ça marche. Et donc, vous pouvez vous imaginer que c'est presque des no man's land camerounais où l'État n'a pas toujours la main mise. Vous allez par exemple arriver dans des zones comme ça où les gars ne connaissent pas le franc CFA, ils connaissent le Naira. Ils écoutent des radios nigérianes, des radios Igbo. Alors, vous allez leur dire qu'il est normal aussi, vous compreniez que si nous n'arrivons même pas à maîtriser les ondes qui entrent, combien de fois encore les armes qui peuvent entrer de partout. Ça devient donc compliqué. Donc il était plutôt plus amène pour le ministre de l'administration territoriale de consulter le ministre de la Défense et le délégué général de la Sûreté nationale, et lui-même aussi en tant que président, oui, je ne sais pas où c'est ça, le thème, secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, voilà, merci beaucoup madame, et qu'il voit comment est-ce qu'ils peuvent ralentir ou endiguer ce phénomène-là de porosité dans nos frontières, parce que moi j'ai travaillé dans la zone Boko Haram, et cela a été un véritable problème. Si je vous dis par exemple que malgré tous les efforts, oui, pour sortir de là, malgré tous les efforts, par exemple, vous allez vous rendre compte que les moyens étaient les plus simples. On vous prend une moto, on lève la selle et puis on met des munitions et on met des armes et puis le gars il s'assied, il roule du Nigeria jusqu'à Maroua et il vient livrer des armes. Même ce que vous appelez des bombes artisanales. Si je vous dis par exemple que les armes circulent même à dos d'âne, même à dos de chameau, c'est-à-dire que ces bergers que vous voyez là, qui partent les bergers Ouadaï, qui partent du Tchad ou du Soudan et qui traversent le Cameroun avec des chameaux, des bœufs, ainsi de suite, il attache tout ça dans son affaire là et puis il passe avec ça, il va livrer. Voilà comment ça se passe, madame. Sans compter aussi, parce qu'il faut bien que je termine par là, les Occidentaux nous tiennent en laisse. Parce que si vous prenez par exemple la base américaine que le président de la République a donnée aux Américains à Garoua, qu'est-ce qui se passait par exemple dans la zone Boko Haram? C'est que les Américains, quand ils partent de leur zone, parce qu'ils ont leur aéroport, leur base africaine en Allemagne, cet avion peut voler de l'Allemagne jusqu'à Garoua sans s'arrêter dans un autre pays pour carburer. Et qu'est-ce qu'ils faisaient par exemple? On s'était rendu compte dans la zone de Sambisa, où justement Sheka opérait encore virulemment, c'est que l'avion simplement prend basse altitude à cette zone-là et largue des cargaisons d'armes et de munitions et arrive à Garoua, et arrive incognito et rentre sur le Nigam. Il faut le savoir. Ça, nous avons percé ce mystère. Il faut savoir qu'il faut féliciter donc à ce point aussi quand même l'armée camerounaise qui a acquis un matériel de pointe qui nous permet quand même de maîtriser les grandes randonnées insécuritaires du monde chez nous, afin de savoir par exemple à travers des drones UCAV qui sont des drones militaires, quels sont les mouvements dans la zone et de pouvoir arriver à ce genre de résultats. Je vous repose pour savoir qu'on a eu à arrêter par exemple des Blancs, des Français dans la zone de Sambisa, justement qui étaient venus avec des armes dont nous ne disposions pas, ni le Nigeria voisin, ni le Tchad ne disposait, mais qu'on retrouvait dans la zone. Comment ça faisait pour arriver? C'était pas voir. Patrick Manis-Dupri, je vous repose donc la question. Avez-vous l'impression que le MINUNAT tient le problème par le bon bout? On a l'impression à entendre M. Bessala que Paul Atangandi n'a pas tenu compte de l'impact de l'instabilité des pays voisins finalement sur la prolifération des armes à feu, vu qu'ils ne s'attaquent qu'aux armureries. Je crois que quand vous débattez dans ce sujet, il faut bien suivre ce qui s'est passé. Parce que sinon, on va se lancer dans une litanie d'absurdité. J'insiste sur le fait que le ministre Paul Atangandi est dans son droit et dans son rôle. Et que l'occasion ici. Déjà, de quoi est-ce qu'il était question? D'abord, il a dit on n'a pas fait venir la défense et comme ça, ce qui est d'abord très faux parce que cette intervention, il y avait la signature de la défense, il y avait la signature de la police. Ça veut dire que c'est une action conjointe menée par les trois institutions. Donc il faut que les gens cessent du fait qu'ils sont administrateurs et qu'ils sont de l'opposition, vouloir jouer avec leur casquette d'administrateur pour dire du n'importe quoi. Ce que M. Boussala vient de dire, et là, c'est une litanie d'absurdité. Déjà de un, pour qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur, s'il faut le dire, et le ministre de la Défense reprochent aux personnes qui font le commerce des armes de manière légale dans notre pays. Et parle de l'absence d'informatisation du fichier des armureries. Et parle de la non-transmission régulière des rapports d'activité au MINUNAT, au MINDEF et à la police, de la non-apposition des quantités de munitions vendues au niveau des autorisations
d'achat d'armes et autres, la faible collaboration avec les forces de maintien de l'ordre et surtout le non-respect des textes en vigueur en matière de commercialisation des armes et des munitions. Alors, si En aucun moment, ni l'armée, ni la police, ni les MINAT ont nié l'existence de réseaux clandestins qui apporteraient des armes dans notre pays, mais on veut d'abord réguler ce qui est déjà officiel. Parce qu'on se rend compte que non seulement on se trouve en train de... on se trouve à combattre les réseaux clandestins, mais aussi on se rend compte que le réseau qui est légal lui-même pose déjà problème. C'est de ça que les questions. On n'a dit nulle part qu'il y avait une sécurité absolue dans nos frontières qui empêcherait que les amis entrent. Non, cela n'a pas été dit. Et c'est pour ça que je dis, lorsqu'on fait sérieux, on écoute attentivement ce qui a été dit avant de venir sur un plateau pour faire dans les élucubrations, juste parce qu'on est leader d'un parti politique qui n'existe que dans sa propre maison. Il faut que les gens cessent avec cette attitude qui n'aide en rien l'évolution de notre pays. Que si, quand il y a un problème, je vous en prie. De quel droit vous dire à un citoyen camerounais que son parti... Vous ne dites que dans sa famille. Il est là, il est là. C'est cette suffisance-là qui vous amène. Permettez que Patrick... Quand monsieur Bessala a parlé, vous étiez là à l'aise parce que vous étiez trop à l'aise avec son attitude qui consiste à dénigrer notre administration, à dénigrer ceux qui gouvernent et à dénigrer même tous les pays. Parce que quand il le fait, vous êtes à l'aise avec cela. Mais moi, excusez-moi, moi j'aime ce pays. J'aime la critique constructive, mais j'aime pas le dénigrement. Parce que le dénigrement n'aide en rien à construire. Malheureusement, je ne suis pas obligé de faire ce que vous aimez. Monsieur Jikam, vous terminez. Lorsque vous prendrez la parole tout à l'heure, je me permettrai de vous arrêter à chaque Non, mais vous n'êtes pas privé. J'ai dit ceci, mais je voudrais que j'aille avoir moins en même temps le paragraphe qui lit sur son portable actuel, il faut le laisser. Non, c'est pas un paragraphe, je vous donne juste les points du communiqué final qui a été fait ce jour-là. Donc, revenons au fait. Donc, ce que je suis en train de dire à M. Bessala dans son nouvelle aventure politique, c'est simple, c'est que nous n'allons pas aider notre pays à s'en sortir dans les élucubrations. On va pas aider notre pays à s'en sortir en voulant démontrer par tous les moyens que ceux qui sont là sont des incompétents, ce qui est archi faux. Monsieur Atangandji connaît mieux la situation sécuritaire de ce pays que vous, qui avez été soit administrateur, soit je ne sais pas trop quoi, mais ne venez pas quand même faire croire aux gens que c'est monsieur Bessala qui connaît la situation sécuritaire de ce pays et qui sait mieux quoi faire. Lorsque le MINAT, le MINDEF et la police sortent, c'est justement pour demander à ce que tout le monde prenne des mesures pour que le citoyen lambda, que vous dites vouloir défendre dans votre parti politique, soit en sécurité. Parce que lorsque les armes circulent, comme l'a dit monsieur Ndjok, imaginez un seul instant que ce qui s'est passé ce week-end à Fumbo, qu'il y avait des armes en circulation. Est-ce que les gens s'imaginent même le carnage qui aurait eu de ce côté? Donc, que les gens cessent un peu de dire n'importe quoi. Je voulais juste vous faire remarquer, vous avez noté l'attitude de M. Bessala pendant que vous aviez la parole. Oui. Il vous a écouté posément, il ne vous a pas interrompu. J'aimerais que vous fassiez de même. Oui, c'est monsieur qui m'a interrompu. Monsieur Mani, j'aimerais que vous fassiez de même lorsqu'il aura la parole. Christian Ndjok, comment limiter justement la prolifération des armes à feu? On va sortir sur cette question-là. Bon, je crois que la cartographie qui a été faite sur le plateau par les uns et les autres vous permet de comprendre effectivement qu'on est rendu là dans deux situations. Si on peut évidemment avoir comme une traçabilité, une traçabilité si on le veut, à partir, n'est-ce pas, des armureries et autres, la question la plus difficile est celle, n'est-ce pas, de nos frontières. Parce que, bien entendu, nos frontières sont poreuses. Est-ce qu'on entre au Cameroun comme on veut? Valère le disait tout à l'heure. Si vous allez après Kousseri, comment on fait pour entrer au Cameroun?
il y a plusieurs mécanismes d'entrée. Allez à l'ouest, à l'est du pays, il y a des bases arrières. Allez même dans la zone de la Damao en ce moment, le cas d'Engaru et autres, où vous allez quasiment trouver comme d'autres rébellions qui sont mises en place. On vend des armes, on connaît où ça passe. Il y a ce marché noir. Donc la première des choses, c'est évidemment, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le ministre de l'administration territoriale doit être un peu plus pointu. Parce que on ne peut pas être ministre de l'Intérieur et ne pas maîtriser les frontières du pays. C'est un problème assez fondamental. C'est la première des choses à ce niveau. Parce que tout peut venir par là. Une rébellion peut même venir par là et pouvoir nous attaquer. Et demain, ça peut être le cas qu'on a eu au Tchad. Ça peut être autre chose demain. Donc, pour une question comme celle-là, une question assez sensible comme celle-là, j'en appelle souvent la prudence. Mon ami Mani, soyez essentiellement prudent quand même dans le discours. Voyez-vous, c'est un fait. Je crois que tout ce qu'a dit Bertrand Valère-Bessala ici sur le panel, tout le monde connaît comment on l'a vu avec Boko Haram, on l'a vu au nord-ouest et au sud-est au quotidien. Vous connaissez bel et bien chaque jour comment on en arrête les cargaisons d'armes au Cameroun. On a même dit parfois que c'était certaines ONG qui mettaient les armes dans certaines cargaisons. On a eu ça, vous avez oublié ça. C'est le même ministre de l'administration territoriale qui nous a dit par le passé. Et on a attendu qu'il sanctionne effectivement ces ONG et autres. On n'a pas eu une suite. Pour dire que la situation semble gravissime à date. Et il faut prendre des mesures. Et là, c'est l'autorité administrative dans sa plénitude, dans sa compétence, qui doit en assurer l'autorité de l'État, qui doit garantir la sécurité des citoyens. Évidemment, cela doit se faire concomitamment avec les autres administrations, notamment la police, la défense nationale, et que l'individu à Tangandi cesse de nous balancer des communiqués qui n'ont pas de sens, comme ce qu'il a fait la dernière fois. Il y a des éléments qu'il a fait sur le terrain. Et c'est à ce niveau qu'on attend le ministre de l'administration territoriale, qu'il est, avec, dit-on, la poigne qui est la sienne, qu'on lui reconnaît. C'est sur le terrain qu'on attend cela de lui. Et non, n'est-ce pas, le faire sur le parti politique ou bien venir faire des shows comme cela. Vous dire aujourd'hui que le 5, on a, comment dirais-je, je n'étais pas là, qu'on on a mis en place 11, on a légalisé, tant pour moi, 11 nouveaux partis politiques tel jour le 5 mai, alors que c'est faux. Voyez-vous, je parle sur le contrôle de mon grand frère ami Valère-Bessala qui est en face, qui a été candidat aux élections avec Jouvence de 2020. À Soa, on est en coalition avec le PCRN. Pour vous dire, Mani, vous voyez un peu que votre ministre n'est pas sérieux. Alors, parti politique, ils sont désormais 328. On va passer la parole. Je vais sur la question. Pour dire à ce ministre d'être un peu plus sérieux, il y a des choses qu'on attend plus de lui. Parce que la dernière, celle des armes. Ok, allez-y rapidement. Merci beaucoup, madame. Merci. On entre dans le processus avec vous, justement. Je serai très rapide, en 30 secondes chrono maximum, pour dire qu'en fait, je n'ai pas traité le ministre d'incompétent, mais c'est bel et bien son défenseur qui nous a fait savoir qu'il est incompétent. Et pour dire qu'en fait, le ministre de l'administration territoriale, on peut gérer ce pays sans un ministre de l'Intérieur, il faut le savoir. Le pays, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je suis désolé. Et comme il parle de tellement de beaucoup de choses, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est un peu un trop grand brouillon, je n'ai pas pu saisir ce qu'il disait. Et pour dire qu'en fait, le pays peut marcher sans le ministre de l'administration territoriale, avec les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs et tous les autres. Je m'explique, parce qu'en fait, le ministre de l'administration territoriale n'est pas le ministre du commandement territorial. C'est juste celui chargé de coordonner leur action. Parce qu'en fait, le préfet et le gouverneur sont les représentants du président de la République, du premier ministre, du gouvernement, de chacun des ministres sur leur territoire. Le sous-préfet, à l'exception du président, représente les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un sous-préfet a raison des armes, il peut ne même pas faire un compte rendu au MINAT, il fait un compte rendu au MINDEF, ou au DGSN, ou au président de la République directement. Vous comprenez donc que ce monsieur ne dit pas qu'en fait il connaît tout, parce qu'on sait d'où il vient. Je n'ai même pas besoin d'aller jusque-là, mais je respecte l'autorité qu'il est. Mais pour l'homme, quand il prend des décisions, moi j'ai travaillé sur le terrain. Je sais ce que c'est que le terrain. Le petit délégué d'arrondissement de la jeunesse est plus important pour ce pays que le ministre de la jeunesse. Je suis désolé de vous le dire. Le petit délégué d'arrondissement des mines qui est à l'est à Batouri est plus important pour ce pays que le ministre des Mines lui-même. Parce qu'en fait, il vit la réalité au quotidien. Il est au contact direct avec la population. C'est pour cela que vous allez voir que dans les pays normaux, on amène au sommet de l'administration que ceux qui ont été très loin en bas au contact des populations pour qu'ils appliquent au sommet ce qu'ils savent de la base. Alors, les parachutés là, c'est à ça que ça arrive.
C'est-à-dire que quelqu'un a commencé quelque part. Il est même sorti de prison à un moment et puis il est allé à la prison, on ne sait trop comment. Et ensuite, on le parachute ministre de la mission territoriale. Il n'a jamais rien géré. Non, vous vouliez parler des arguments ad hominem. Maintenant, je parle aussi des arguments pour que vous compreniez. Donc, vous allez donc arriver à ce genre de décision. Moi, je parle sur les faits, madame, et je sors par là. Regardez seulement la gestion, regardez seulement la gestion du Covid-19. Le Covid-19 où on vous donne 2 milliards de francs, vous partez acheter des sommaçons et vous allez vous-même au marché acheter des matelas, tout un ministre, pour aller distribuer. Alors que ce n'est pas cela. Vous avez vu des chefs traditionnels refuser ces sommations dans la région. Donc, nous avons passé un pacte, il me semble. La dame nous a passé un pacte. Vous ne m'interrompez pas, je ne vous interromps pas. Avec le ministère. Alors, je voulais sortir par là. Parce que le sujet porte sur les armes en feu et lui attaque M. Tangandji. Non, c'est parce que vous voulez me faire savoir. On ne parle pas de la personne. Je ne fais qu'agrémenter l'argument que vous avez apporté, c'est-à-dire qu'il est incompétent. C'est vous qui l'avez dit. Je sors donc sur les armes pour dire que... Permettez que je fasse une précision. On ne parle pas de la personne, on ne parle pas de Paul Tangandji, mais on commente les actes pris par le ministre de l'administration. Dans le cadre du thème de votre émission, j'ai donc pris des exemples passés que tout le monde connaît pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que même les décisions sur les armes sont des décisions assez gauchères. Partis politiques qui sont désormais 328 agréés au Cameroun. 11 nouvelles formations politiques viennent en effet de se voir offrir une existence légale. C'était le 5 mai, à travers un communiqué radio-presse du ministre de l'administration territoriale, 11 nouveaux partis politiques qui viennent, selon Paul Tangandji, contribuer à l'animation d'un débat politique contradictoire et constructif. Alors, pourquoi est-ce que vous dites qu'en légalisant ces 11 derniers partis politiques, dont le vôtre, le Minat, n'avait rien à faire, Monsieur Bessada? Je crois que c'est M. Njok qui l'a dit. Moi, je n'étais pas encore prononcé dessus. Je l'ai écrit dès que vous l'avez dit. C'est vous, effectivement. Ah, vous l'avez écrit. Ah, d'accord. Peut-être je peux dire des choses comme ça me vient. Vous savez. Pourquoi vous estimez que le ministre n'avait rien à faire en légalisant ces partis dans le vôtre? Oui, vous savez, mon jeune frère vous l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Jouvence, Jeunesse camerounaise en politique, a été créée depuis 2019, c'est-à-dire qu'on a déposé le dossier le 21 janvier. 21 janvier 2019. 2019, et les 90 jours selon la loi de 90, arrivé à échéance le 22 avril. 22 avril de la même année, c'est-à-dire 3 mois plus tard. Et vous savez, en son article 7, cette loi, elle dit clairement qu'au bout de 90 jours, si le ministre en charge justement des partis politiques ne vous a pas répondu favorablement ou n'a non plus rejeté et notifié cette décision-là, le parti est réputé exister. Nous, on connaissait la loi. Donc, on n'a plus eu besoin de le sonner administrativement pour cela. On a juste attendu les échéances. Mais le président de la République a repoussé les élections en janvier, mais on était aussi à l'heure. On s'est battu comme on a pu, avec nos petits moyens, et nous sommes allés aux élections en janvier. Donc, pour vous voulez savoir, comme c'est un parti familial, soit n'est pas mon village, mon cher Mani, et là-bas au moins j'ai... Pas de parti, non, de là vous avez été candidat. C'est moi qui ai la parole, mon Dieu. Oh mon Dieu. Pas du parti, pas de votre candidature. Allez-y, monsieur Bessada. Je pourrais vous donner mon temps de parole si vous jugez que ce plateau est le vôtre. Allez-y, monsieur Bessada, allez-y. Donc, nous avons été aux élections en janvier 2020 et nous avons fini avec un score 19-25. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que le fond, c'est quand je dis on n'a pas besoin, on n'avait plus besoin de ça parce qu'en fait, nous, on existait déjà. Et je me souviens, le numéro 2 sur la liste, par exemple, n'a pas pu aller aux élections comme nous parce qu'il ne croyait même pas à la loi, c'est-à-dire M. Onana, au parti OMP, parce qu'ils avaient déposé presque au même moment que nous. Je crois même bien avant. Avant le 9 novembre 2018. Voilà, bien avant. Et on nous semble, il dit non, ils ne peuvent pas aller aux élections parce qu'ils n'ont pas de papier. Et rassurez-vous que nous avons même connu beaucoup de dommages parce qu'on aurait eu... Il y a eu un problème parce que plus d'une fois, quand on a organisé les conférences, l'autorité administrative, il y a eu des troubles nous a opposés. Même des descentes qu'on voulait faire dans des arrondissements, on demandait toujours le papier. Et rassurez-vous que si on avait été des gens assez belliqueux, on aurait même traîné peut-être l'administration en justice parce qu'en fait, j'ai eu des cas particuliers où des gens voulaient aller aux élections sous la bannière de Jouvence mais disaient comme il n'y a pas de papier, je ne suis pas sûr qu'en investissant mes cautions et en amenant des gens dans cette affaire, j'avais par exemple en fou, il y avait des recrues qui venaient par exemple du PCRN du Frère Cabral et d'autres qui venaient un peu d'ailleurs, de l'UNDP ainsi de suite. Donc 3 ou 4 arrondissements, même dans le conquis. Ils n'ont pas pu aller parce qu'en fait ils se disaient comme on n'a pas de papier, j'ai beau dire non il faut y aller, on est allé avec une liste. Mais on a quand même eu ce résultat parce qu'en fait notre logique n'était même pas celle-là de gagner en fait. Notre logique, comme je disais à mes enfants, je les appelle toujours mes enfants, c'est d'exister d'abord. Parce que je ne suis pas entré en politique, Bessala, que je suis pour devenir président de la République, ni pour devenir ministre. Je suis entré en politique pour montrer aux jeunes qui n'ont pas eu la chance comme moi,
par exemple, d'être administrateur civil, que vous ne vouliez pas, je le suis, ou d'avoir fait l'IRIC ou l'ENAM ou l'ESTIC ou de faire l'université, ou d'avoir eu mes fonctions d'inspecteur, ainsi de suite, qu'au moins eux, ils puissent tenir la main libre sur leur propre destin. C'est pour ça que j'ai tout abandonné, j'ai tout sacrifié. J'ai tout abandonné. Vous savez, c'est que sous-préfet les privilèges, monsieur Mani, même si vous allez revenir dessus. J'ai tout abandonné. Donc, je suis revenu sur ce terrain-là pour essayer d'amener mes jeunes frères à y aller. Et pour votre petite histoire, madame, puisque vous me posez la question, le ministre était dans la logique où il fallait réfréner les ardeurs des jeunes à entrer en politique. Rassurez-vous, pour ne plus parler de moi. Cabral, par exemple, était passé parce qu'on soupçonnait que Cabral passerait par OMP, d'abord. Et qu'une fois qu'on en aurait le papier, ils allaient juste dupliquer la tête et puis Cabral allait prendre OMP. Ils ont mis le pied dessus. Il est passé par les citoyens. Les citoyens, vous savez pourquoi les citoyens ne se trouvent pas dans la liste? Parce qu'en fait, Cabral écrit au ministre plus tard que les citoyens, je ne veux plus de ce dossier, j'ai trouvé mon parti à Kaélé. Et quelqu'un d'autre a décidé de me donner son parti. Voilà pourquoi les citoyens ne se trouvent pas dans cette liste. C'est sûrement qu'on aurait aussi légalisé ce parti, si c'était le cas. Vous voyez, c'est pour cela que Cabral va chercher le PCRN. Parce qu'effectivement, le ministre était dans la logique de refréner les ardeurs des jeunes d'entrer en politique. Mais nous, on a persévéré. Jouvence existe dans cela. C'est pour cela que je saisis aussi l'occasion, même si on a l'habitude de leur tirer une pierre, pour remercier le président du conseil de l'ECAM, M. Eno Abrams, et le directeur général de l'ECAM, parce que j'ai dû leur écrire sur les points d'ici pour leur dire, voilà, la loi au bout de 90 jours fait que j'existe. Le ministre m'a pas donné de papier. Et moi, je vais aux élections. Et nous sommes allés aux élections. Donc c'est pour dire que c'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. Où les gens pensent qu'en venant sur les plateaux, pour voiler les yeux des Camerounais avec des choses qui ne sont pas vraies, ils veulent montrer qu'ils aiment le Cameroun plus que nous. Non, il faut faire très attention. Parlons justement de votre entrée en politique. Pourquoi penser qu'il était nécessaire de créer un nouveau parti, un nouvel appareil politique, alors qu'à l'époque, je crois que c'était déjà 316, à l'époque. Je suis désolé, madame, mais moi je suis, vous savez, peut-être que vous apprenez à me connaître, vos confrères me connaissent déjà assez, je suis un homme franc. Et je suis arrivé à la tête d'un parti par effraction. Par effraction, parce qu'en fait, ce parti était le parti de Cabral Libye. C'était le parti de mon frère. Il était destiné à mon frère. C'est-à-dire que depuis 2005, nous sommes des anciens grévistes des universités. La grève de 2005. On a les lignes Jumbo, Kala et Bodé, tout ce monde que vous connaissez là. On s'était dit, après les grèves, on avait gardé l'université de Yaoundé 2, qui était la seule d'ailleurs qui était restée debout parce qu'on avait une force de proposition. Si aujourd'hui à l'université de Yaoundé, là, partout dans les universités, les enfants paient le plat 100 francs. C'est à cause de nous, c'est grâce à nous parce qu'on avait fait ces propositions. Si aujourd'hui on paye la scolarité universitaire en 2 temps, 25 000 et 25 000, c'était grâce à nous parce qu'on disait à Lunjumbo qui voulait absolument avoir au Calais pour brûler toutes les universités pour dire qu'il n'y a aucune université pauvre dans le monde où le parent ne débourse rien pour que son enfant aille à l'école. Chaque étudiant coûte à l'État au moins 650 000 francs par an. C'est-à-dire étudiant à l'université par an. Donc les 50 000 n'équivalent même pas, même au 10e de ce que l'étudiant consomme à l'université. Donc il est bon qu'on allège peut-être en divisant les 25 000 premiers semestres et second semestre que d'avoir à payer 50 000 comme avant. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, j'y arrive. Et quand on termine, donc, on se dit, on n'avait pas encore d'emploi. On n'avait pas encore de famille, on n'avait pas encore de stabiliser. Les Cabral, Macron Richard, que vous connaissez d'ailleurs, et d'autres, on se dit, concentrons-nous d'abord sur un emploi, on trouve notre chemin, et après 2018, certainement, le vieux sera son dernier, on supposait, et on entrera en politique. Mais Cabral décide donc d'entrer en politique en 2018, c'est-à-dire de se présenter aux élections présidentielles, mais c'est en 2017 qu'il commence. Moi, je dis à son endroit, écoutez, si le gars, il perce, c'est sa décision, moi, je n'ai rien à faire. Si il perce, eh bien, les jeunes, on sera bien, parce qu'on peut partir de ce bon résultat. S'il échoue, c'est très mauvais, mais il a fait un bon résultat. Alors, il tergiverse avec l'univers. Univers parce qu'il voulait absolument qu'un coup lui donne son affaire. Moi, je dis, un coup ne peut pas lui donner l'affaire parce que c'est son gagne-pain. Et moi, je travaillais déjà depuis 4 ans sur le projet de Jouvence. C'est un projet de 500 pages, madame. Je suis la tête pensante de cette histoire-là. J'ai travaillé dessus. Et une fois que je termine, je dis donc à mon frère, à son entourage, puisqu'il était devenu pratiquement inaccessible, il avait déjà d'autres amis. Je dis, bon, voilà, l'appareil est prêt. Il faut le prendre parce qu'on n'a plus le temps. Les élections étaient encore prévues pour juin 2019. Vous voyez pourquoi donc je suis obligé, pendant qu'il tergiversait avec Univers, de déposer le dossier en janvier en attendant que si déjà le parti lui fonctionne, il viendra simplement et je lui laisse la tête et on continue. Mais il allait chercher le PCRN à Kaélé. Je me suis retrouvé donc guidé d'un parti pour lequel je n'étais pas prédisposé à être le dirigeant
premier. Mais je devais assumer. Vous êtes quand même celui qui a écrit les tests de ce parti, donc vous ne répondez pas encore à ma question. Voilà. Quelle était la nécessité Quelle était la nécessité? À l'époque, il existait déjà 316 partis politiques. Oui. Je veux dire, aucun de ces partis politiques ne répondait à vos aspirations. Oui, la nécessité, c'est la spécialisation politique des appareils politiques. Jouvence est un appareil politique spécialisé, c'est-à-dire spécialisé sur la jeunesse. Ce n'est pas un parti exclusiviste. Parce que nous avons fait une étude, on s'est rendu compte que la plupart des partis politiques sont des partis généralistes. C'est-à-dire qu'on crée un parti, monsieur, tout le monde peut venir entrer, et après on applique une loi à l'intérieur en disant qu'en cas de parité de résultats entre une liste et une autre liste, la liste dont la moyenne d'âge la plus élevée prend le dessus. Non, nous avons pensé qu'en fait la jeunesse est la plus nombreuse au Cameroun, 65-70%, selon les statistiques, je parle sous votre contrôle. Et pourquoi ne pas partir de ces viviers-là? C'est-à-dire, puisque c'est nous en fait qui souffrons, et c'est cette même jeunesse qui a encore son avenir devant, comment est-ce qu'on peut laisser notre avenir entre les mains des gens qui n'ont plus rien à perdre ni à gagner? Et dans les années 90, contre votre parti notre parti, nous sommes déjà à près de 7000, 7500, pour un parti qui a à peine existé. Avec des cartes de militants. Oui, avec des cartes de militants, et on est allé aux élections, comme le disait M. Ndjok. Je sors, je n'ai pas le monopole, je ne peux pas monopoliser la parole. Non, c'est tout d'abord des choses nous sommes donc partis de ce constat, et nous disons, mais attendez, depuis les années 90, le président nous dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, c'est un gros mensonge. Et après, on vous dit encore, la politique c'est une affaire dangereuse, il ne faut pas y aller. Et les parents nous ont habitués à ça. C'était encore un autre gros mensonge. Pourquoi eux, ils sont en politique, donc si c'est tellement dangereux et ils ne meurent jamais? Et pourquoi nous, on doit rester hors de la politique? Et pourtant, c'est eux qui décident du prix du pain. C'est nous qui achetons le pain tous les jours. Ils ne vont même pas à la station, ces gens-là. Ils ne vont pas chez Aladji, au coin de la rue, à sa boutique pour acheter le pain. Mais pourtant, ils décident de tout ça. Pourtant, c'est la politique qui décide tout ça. Et on nous dit, depuis le président Ahidjo, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Le fer de lance de la nation. La jeunesse n'est jamais devenue la main de lance de la nation. Donc nous sommes demeurés un objet. Qui connaît le forgeron? C'est que le fer d'une lance. C'est-à-dire qu'il y a une main qui lance et puis qui atteint le gibier. Comme on dit souvent, quand le gibier arrive au village, il devient l'affaire des grands. Les jeunes n'ont jamais été la main de lance. On nous sommes dit, pourquoi créer encore un parti généraliste comme le RDF, l'UNDP, comme le RDPC, même s'il y a des organes spécialisés à l'intérieur? Ça au moins il faut le reconnaître. Il faut créer un parti uniquement pour les jeunes. Pour deux raisons, et je sors par là. Parce que les jeunes ne veulent pas entrer en politique pour deux choses. Ils ne veulent pas entrer parce qu'ils voient par exemple en ce parti, le parti de la MIDE, on les voit souvent entrer là-bas, voilà. Et deuxièmement, c'est que le leader de ce parti, vraiment, il ne nous inspire pas parce qu'il est en accointance avec ceci. On a donc pensé créer un appareil. Et moi, j'étais celui qui devait montrer l'exemple. J'ai renoncé à tout. Parce qu'au moins, quand un jeune peut me voir, il me dit, grand frère, comment tu te retrouves là? J'ai dit, regarde tout ce que j'ai abandonné. Je pouvais rester aussi sous-préfet, préfet et devenir peut-être avec chance gouverneur un jour. Qui sait, peut-être plus. Mais j'ai renoncé à tout cela, ce confort. Je ne pas payer l'eau, ne pas payer le carburant, avoir un garde du corps, avoir une CA, une grosse voiture, marcher partout, là, le carburant de l'État. C'est un gros privilège. Hein? Mais si j'ai abandonné cela, on me traite pour un fou. Mais c'est ça que j'ai choisi, avec Jouvence. Charles Dicam, à en croire M. Valère Bessada, aucun des partis politiques existants avant Jouvence n'était spécialisé. Donc, aucun des partis politiques, également le vôtre. J'aimerais savoir, pour vous, est-il nécessaire aujourd'hui au Cameroun d'avoir 328 partis politiques? Bon, c'est une spécificité encore bien camerounaise. Je pense que 328, même 200, même 100, c'est déjà beaucoup. Je pense que même le parti spécialisé, qui est celui de monsieur, aurait pu faire partie de cette dizaine ou de cette quinzaine de partis dont notre pays pourrait se contenter. Maintenant, il en est des autorisations de partis politiques comme il en est des autorisations de port d'armes. C'est à la discrétion des camarades de M. Mani. Et ça s'achète, ça se vend. Bon, sinon, finalement, à part le fait qu'il y a une liste de 318, c'est comme pour les journaux dont parlait mon voisin tout à l'heure. Il y en a un certain nombre qu'on ne voit qu'à certaines périodes, avec le même directeur de publication d'ailleurs, mais avec juste des titres différents, et puis qui disparaissent aussitôt la période de la chasse à l'homme achevée. Bon, donc, combien de partis politiques sont véritablement présents, ont vraiment pour ambition de proposer quelque chose aux Camerounais? Très peu. Donc moi, le chiffre, à la limite, il m'importe peu, puisque le moment venu, le bon grain se sépare de l'ivraie. Ça ne me dérange pas. Est-ce que ces partis politiques 328 ont un réel impact sur le jeu institutionnel au Cameroun? Lila, je voudrais déjà, à la suite de ton Valère Bessada, dire qu'on se connaît. Nous sommes des enfants de la même maison, ce qu'il a dit. C'est évidemment ça. Mais qu'on a fait face
à certaines difficultés. Et au sortir de la présidentielle, on ne pouvait pas casser comment dirais-je, on ne peut pas casser l'élan. Et là, il veut faire une révélation. Je suis le secrétaire, j'étais le secrétaire général de OMP. Peut-être les gens ne le savent pas. Quand on crée, parce que dans notre logique pérégrinatoire, de chercher un appareil qui, n'est-ce pas, nous permettrait d'aller, parce que, ayant vu ce que l'ancien partenaire, d'ailleurs, nous saluons, il nous a accompagné à la présidentielle pour son concours de faisait, nous sommes de ceux qui disaient qu'il fallait qu'on ait un appareil spécialisé, un appareil qui nous soit propre. C'est-à-dire un peu comme la marche et le Barça, c'est-à-dire où on a formé les gens à 11 millions, où ils pourraient s'exprimer effectivement. C'est un peu ces logiques qui nous ont amenés malheureusement. Mais justement, à suivre cette logique, on a l'impression finalement qu'après les 328 partis politiques, on peut en arriver à 500, à 700. J'en viens à votre question. Je voulais effectivement dire que les citoyens sont encore... chez Atangandi, il n'a pas légalisé. Kabal s'était déchargé de la fonction de président. Le président, c'est M. Abdourahmane Mokhtar, qui est le directeur de cabinet du président Kabal. Et vous voyez, dans sa logique pernicieuse, parce que c'est aussi déposé en janvier de 2019, il refuse de légaliser parce qu'il se dit, bon, ok, ça c'est toujours la maison de Kabal, un jour, Kabal peut avoir de problème, il va... reprendre mieux, peut-être légaliser les autres qui pourraient avoir des problèmes. Non, nous sommes, on va se retrouver, je vais rassurer le grand frère Valère, que les enfants de la même mère que nous sommes, on va forcément se retrouver autour d'une grosse table et on créera quelque chose de plus fort, une dynamique peut-être assez évolutive qui permettrait de voler. Bon, maintenant, non, il n'y a pas un seul pays au monde qui a un seul parti politique. Partout ailleurs, il y a la pluralité. Il y a les éléments de sélection de partis politiques, c'est-à-dire l'élection. Voyez-vous, si on veut remonter depuis 1990 à aujourd'hui, il y a 32 partis politiques seulement qui sont allés aux élections au Cameroun. Donc ils peuvent en être considérés comme étant partis politiques. Voyez-vous. Donc ça c'est même pas un débat. Là, si on questionne, ou alors on veut qu'on en arrive à un stade démocratique, il faut accepter la démocratie. Parce que chacun a forcément une vision, une idéologie à pouvoir changer le Cameroun. Vous n'allez pas empêcher ça aux Camerounais. Mais je vous ai dit, il y a un mécanisme de sélection. C'est le peuple, c'est le citoyen électeur qui sait que voilà, ces gens sont sérieux ou non, à qui ils vont, n'est-ce pas, faire évidemment confiance. Donc c'est un faux débat qu'on vous dit. Comment ça s'appelle ? Monsieur Mani, permettez... Laissez-moi chuter. Oui. Allez-y rapidement. Parce que vous donnez plus de parole à Mani. Et vous non, je vais ok, d'accord. J'étais en train de dire, évidemment, c'est un faux procès qu'on veut généralement faire aux autres politiques qui entrent. Parce que j'ai même suivi sur notre panel, on nous disait que bon, voilà, les autres, chacun cherche de quoi manger, chacun cherche de quoi se positionner. Il faut arrêter, n'est-ce pas, ce procès funeste, voyez-vous, et abject, n'est-ce pas, de ceux qui croient changer la chose. Je ne sais pas si vous êtes fiers de vivre dans ces conditions. Il a chacun un projet de changer le Cameroun. Et il faut saluer, n'est-ce pas, il faut donner la latitude à tous les Camerounais qui ont des projets de changer le Cameroun. Il faut saluer ceux qui osent, dans un environnement aussi assez difficile que le nôtre, dans un environnement essentiellement autoritariste. Je me le dis, parce que chaque fois on est subi à des pressions, on est soumis à des pressions, on vit des choses incroyables quotidiennement. Il faut vraiment saluer ceux qui osent et respecter ça. Monsieur Mani, vous permettez que je donne la parole pour une minute, une petite parenthèse à Monsieur Bessala. À vous entendre, Christian Djok et vous, Monsieur Bessala, vous venez effectivement de la même maison. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que Kamra Libi et vous avez toujours la même vision de la chose politique camerounaise? Non, on a la même vision. Peut-être on n'a plus seulement les mêmes amis. Vous savez, c'est ça qui diffère. Non, l'environnement aussi, j'ai l'habitude de le dire, pour être plus sérieux, j'ai l'habitude de le dire. Nous sommes des frères, on a grandi ensemble. Et quand j'ai créé même cette affaire-là, j'ai poussé ça devant, c'était pour lui. Et ça demeure toujours sa chose. C'est comme cela. Et comme je vous l'ai dit dès le départ, je ne suis pas rentré dans cette affaire pour le président de la République ni ministre. En fait, nous sommes dans une logique où un jeune, quand moi je dis jeune, je dis jeune dans tous les états du terme. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de dire que non, le jeune ce n'est pas celui qui a 40 ans, 25 ans. Pour moi, le jeune c'est celui qui a moins de 40 ans. C'est celui qui a maximum 50 ans s'il faut parler du président de la République. Vous comprenez, madame? Et c'est aussi le jeune qui est jeune dans la tête, dans ses idées. Donc c'est quelqu'un d'une génération qui a souffert, qui doit prendre le pouvoir. C'est pas quelqu'un d'une génération qui ne connaît pas le prix du pain. Donc c'est cela. Et pour le moment, c'est Cabral qui en avance. Parce que les gens ont toujours l'habitude de me dire non, écoute, comme il est déjà perdu, il est perdu, je ne sais pas comment vous avez fait pour le perdre là-bas, il est devenu votre ami, mais je sais qu'il est suffisamment intelligent. Il peut faire beaucoup de compromis, il peut faire des compromissions. Vous n'avez plus les mêmes amis, vous parlez de... On n'a plus les mêmes amis, mais écoutez, je ne peux pas avoir la prétention, même si c'est mon frère, on a grandi ensemble, mais c'est un député. Il a des amis qui sont députés, c'est pas sûr que moi j'en ai. Il a des amis ministres, c'est pas ce que moi j'en ai. Il salue les présidents, mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand votre frère a pris déjà... Non, quand votre frère a déjà pris au moins du large sur vous, il faut accepter.
C'est ce que moi j'accepte. Et je dis, même Vous pour pensez la que ça a course... changé la personne qu'il est? Ça, c'est un autre débat. Mais si au moment de la dernière échéance ou de la dernière ligne droite, Cabral est le jeune le plus élevé, comme il est toujours là, en pole position pour passer, on va le soutenir. C'était une parenthèse. Monsieur, ça ne se discute pas. Merci, c'était une parenthèse. Monsieur Magny, c'était juste une parenthèse pour vous taquiner également, pour taquiner le PC. Monsieur Magny, j'aimerais avoir votre analyse sur la présence de ces 328 partis politiques sur la scène politique camerounaise. Vous voyez justement, tous ceux qui sont autour de ce plateau, qui sont de l'opposition, sont embarrassés par cette question, par votre question, justement sur la nécessité d'avoir 328 partis. Donc 327 partis de l'opposition. Ils sont embarrassés parce que non seulement ce sont des jeunes partis, le plus vieux, je pense qu'il est né en 2004, c'est le PCRN. Après, il y a eu 2002. Donc, ce sont des jeunes partis. Mais en réalité, le Cameroun n'a pas 328 idéologies. C'est là, nous ramène à une réalité. Les gens ne créent pas des partis politiques dans notre pays, dans l'opposition, pour des questions idéologiques. M. Moussala vient de le dire avec M. Ndion, ils partagent tout en commun. Mais pourquoi est-ce que M. Moussala n'a pas retiré donc sa demande de légalisation des partis politiques pour adhérer donc au parti de son frère qu'il a en croire M. Bessala et M. Ndiok, c'était justement pour contourner les présidents. J'ai suivi, mais on peut arrêter une procédure. Si tant est que j'estime que je suis très proche de Cabral, qui réunit tous les atouts dont il a magnifié ici sur votre plateau, alors ça coûte quoi de dire ok, on a eu des difficultés par le passé, mais Cabral est bien trouvé un nouveau véhicule qui est le PCRN. Vu que les jeunes aient rempli les conditions qui sont miennes, alors je retire le parti politique dont j'ai demandé la légalisation. C'est tout. C'est la preuve. Et j'ai toujours dit que les partis de l'opposition dans notre pays ont la particularité de posséder en leur sein, n'est-ce pas, plus d'état que le pouvoir dont ils dénoncent les actions et dont ils souhaitent succéder. D'accord. La vérité. Une autre question rapidement. On va toujours avec vous une autre question. J'aimerais qu'on s'apaisantisse un tout petit peu sur le communiqué radio-presse du ministre de l'administration territoriale. Alors, dans le souci d'enrichir le débat politique et d'encourager l'expression des libertés chères au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, grand chantre de la démocratie dans notre pays, le ministre de l'administration territoriale vient d'agréer 11 partis politiques qui, dorénavant, vont contribuer à l'animation d'un débat politique. Alors, dans le souci d'encourager l'expression des libertés chères, est-ce que la présence de ces nombreux partis politiques, j'aimerais avec vous qu'on fasse le parallèle entre tous ces nombreux partis politiques et l'expression de la liberté. Ça va de pair? Mais la constitution du Cameroun prévoit que tout Camerounais qui veut est-ce que ça va créer une association, la question. Si ça va de pair, ça va de pair. Donc à partir des 328 partis politiques qui existent au Cameroun, on peut affirmer que la liberté d'expression est effective dans notre pays. Mais la liberté, c'est un processus en réalité. C'est pas quelque chose que vous allez un jour atteindre. Dire que nous sommes même dans les pays les plus développés en matière de démocratie, se pose la question des libertés. L'autre jour, je suivais un rapport d'Amnesty International sur les élections aux États-Unis en 2020, je pense bien c'était en 2020, où on parlait des libertés qui ont été bafouées, un président qui était interdit d'avoir accès à tous les canaux pour sa communication, des candidats qui ont été maltraités par certains médias et autres. Vous voyez, donc la liberté, pour moi, la liberté, c'est une construction en réalité. Ce que nous faisons même ici, là, sur votre plateau, ce dimanche, c'est une manifestation de la liberté. Et il est également vrai qu'il y a encore des aspects où on doit faire plus d'efforts. On a parlé, il y a le président de la Cour suprême, lors de la rentrée solennelle de 2021, a eu à faire comprendre une chose, c'est que les procédures judiciaires qui sont lentes
prive les citoyens de leur liberté également. C'est pour vous dire qu'il y a des domaines dans notre pays où il y a des efforts à fournir encore pour aller vers plus de liberté. Donc c'est un processus. Mais pour ce qui est de la politique même, de penser en politique, on est plus libre au Cameroun qu'en 90. Ces débats que nous avons aujourd'hui en 90, malgré les lois sur les libertés et autres, ce n'était pas ça. Sur la même question, monsieur Chandika, avant monsieur Bessela, multiplicité des partis politiques et expression des libertés dans le contexte camerounais, ça va de pair? Si je m'en réfère, ne serait-ce qu'aux dernières années que je viens d'entendre, y a-t-il eu dans les années 90 où nous avons, nous autres, parce que vous étiez encore un petit peu plus jeune, et pu exercer nos droits, liberté de marcher dans Douala. Aujourd'hui, marcher est passible du tribunal militaire. Si vous pensez que c'est ça qui est donc... Mais vous ne marchez pas dans le cadre politique. Je suis désolé. Comment? Vous ne marchez pas dans le cadre politique. Lorsque vous appelez à renverser les institutions de la République, ce n'est pas idéologique ça. Les institutions, ceux qui les incarnent. Votre président a dit qu'il va appeler les gens à marcher pour renverser les institutions de la République. Je suis désolé. Le pouvoir vient du peuple. Le peuple a voté en 2018 et vous ne pouvez pas vous arroger la légitimité du peuple et dire vous allez renverser ça. On ferme la parenthèse. Charles Dika, allez-y. Monsieur Mani, je pense que votre logiciel, je ne sais pas ce qu'il faudra faire pour qu'il se remette à jour. Je crois que votre cécité est volontaire, donc je ne vais pas vous demander de voir mieux. Je voudrais vous expliquer une chose, qu'il faudrait peut-être que vous transmettiez chez vous. Oui. Le jour où votre fils n'est pas d'accord avec ce que vous faites, il faudrait qu'il puisse vous le dire. Papa, ça, je ne suis pas d'accord. La preuve, nous sommes là et vous le faites. Vous êtes qui pour moi? Vous le faites, non? Vous êtes qui? Vous dites au peuple camerounais que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est fait au Cameroun. Donc, je suis donc l'État vous donne cette liberté de le faire. S'il vous plaît, je suis donc libre de pouvoir aller dans la rue et de le faire savoir que je ne suis pas d'accord avec la manière, les lois lesquelles. Les lois de la République. Celles de vos sous-préfets, sous-préfets, membres du même parti. Vous régnez même l'existence de l'État. C'est ça le problème avec vous? C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses où l'État n'existe pas qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour le renier. Donc c'est l'anarchie totale, monsieur Ndika. Mais quasiment. Quasiment. Donc vous devez dans le droit de marcher comme vous voulez, faire ce que vous voulez, vous casser les ambassades. Monsieur, je vous rappelle, monsieur Mani, que vous portez des accusations pour lesquelles vous n'avez pas de preuves, pour lesquelles même vos patrons ne se sont pas risqués à porter plainte. Même vos patrons ne se sont pas portés. En France, en Belgique. Mais vous avez déjà les résultats de la plainte. Mais vous avez déjà les résultats de la plainte. Messieurs, un peu de pudeur. Refermons la parenthèse et un peu de pudeur. Sur la multiplicité des partis politiques qui irait, oui ou non, de pair avec l'expression des libertés dans le contexte camerounais. Je finirai en disant que ça n'a rien changé. Bien au contraire, la situation était meilleure il y a 20 ans. En 90 ? Oui, la situation était meilleure il y a 20 ans qu'aujourd'hui. On exprimait mieux et plus ce qu'on pensait qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est autour d'un plateau. Mais l'exercice de ces libertés ne se limite pas à venir sur un plateau le dire. L'exercice de ces libertés, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Et ça s'est fait. C'est grâce à cela d'ailleurs que nous pouvons compter ici 4 partis politiques. C'est parce que cet exercice de liberté a pu se faire dans les années 90 que les amis de M. Mani ne sont pas tout seuls sur la table. Allez-y, M. Bessala. Non, il faut savoir que lorsque la commission Fouman, c'est comme ça qu'on l'avait appelée dans les années 90, qui avait reçu le mandat du président de la République en juillet de la même année et qui a livré sa copie en octobre 1990 pour que les lois soient promulguées le 19 décembre de la même année. Cette logique était justement dans la pluralité des voix dans la République, la pluralité des voix au niveau politique, au niveau social et tout ce que vous savez, c'est-à-dire même dans le monde médiatique et tout ça. Mais le problème particulier au niveau des partis politiques est que on comprend bien l'esprit du pouvoir, c'est-à-dire qu'après la conférence de la Baule, il était justement question, c'était aide contre multipartisme. C'était ça en fait, la libéralisation des sociales. C'était ça en fait que Mitterrand imposait à ses chefs d'État, qui justement réfrénaient, mais qui avaient fini par trouver la tangente, c'est-à-dire tirer le meilleur de ce qu'on leur imposait et qui peut-être ne les arrangeait pas et qui a fini par les arranger. C'est-à-dire que la multiplicité des partis politiques allait définitivement servir, et là nous le savons qu'en sciences politiques c'est cela en fait. L'éclatement des voix des adversaires crée toujours ou consolide toujours le pouvoir de celui qui a les rênes.
C'est en fait ça. Pour parler plus simplement, plus il y aura de partis politiques, donc plus il y aura d'adversaires politiques en face du parti au pouvoir, plus ce parti au pouvoir sera toujours consolidé sur ses voies. Mais la logique de jouvence parti politique spécialisé à la question jeune est tout à fait simple. Nous, on s'est toujours dit, et c'est ça aussi peut-être que j'ai décidé de mettre à l'actif des jeunes, ma petite expérience de la machine, la connaissance de l'intérieur. C'est-à-dire que le Goliath... Est-ce que c'était ça votre objectif? Non, c'est pas que c'est une infiltration, mais je suis maintenant dans l'opposition et j'utilise mon expérience. C'est une expérience. Quand vous prenez quelqu'un qui était au FMI et vous le nommez ministre des Finances chez vous, c'est pour que l'expérience qu'il avait au FMI qui vous la donne. C'est tout. Est-ce que créer un parti politique fait de moi un exfiltré du pouvoir ou du pouvoir ou de l'administration? L'administration, lorsque j'étais formé à l'ENAM, et je ne suis jamais sorti de cette logique-là, j'ai toujours été au service de l'État et du citoyen. Même quand je suis dans un parti d'opposition, je suis au service de l'État et du citoyen. Et ces citoyens-là, c'est les jeunes. Et même ma petite expérience, on ne m'a jamais payé pour ça, personne d'entre eux m'a envoyé à l'école, mais j'ai décidé de le faire. Mais c'est pas une parenthèse, vous m'avez posé une question. Pour dire qu'en fait, quand vous regardez, on dit le géant au pied d'argile. Considérez le parti de mon voisin comme étant cela, un géant au pied d'argile. Chaque fois qu'on dit géant au pied d'argile, cette expression vous indique déjà où il faut frapper. C'est-à-dire sur les pieds d'argile. C'est cela en fait en politique. Et moi j'ai toujours eu ce débat avec les aînés dans l'opposition pour leur dire en fait vous n'avez pas besoin de demander même la réflexion du code électoral ainsi de suite. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est au pouvoir et qui a fait un code à ses mensurations de pouvoir l'élargir, le détendre pour vous donner un petit bol d'air à l'intérieur, puisque lui, le pouvoir, c'est le conquérir, c'est le garder, et puis s'y maintenir, les assez. Mais alors, pour s'y maintenir, il doit avoir un code électoral qui lui convient. C'est à vous de trouver les voies et moyens pour diluer l'environnement électoral, l'environnement politique, afin d'y trouver. Donc, il faut mettre de l'intelligence. Je dis donc toujours, il faut lire les textes de loi politiques que j'appelle souvent. Il faut les lire à l'envers, c'est-à-dire au verlan, ou alors comme les Arabes lisent de la droite vers la gauche. Parce qu'en fait, c'est cela. Quand vous regardez bien ces textes, vous allez trouver des failles et des failles. Moi, j'étais aux élections avec des enfants en 20. Ça m'a permis, moi je n'avais jamais mené un parti avant cela. Mais je suis d'une famille éminemment RDPciste. Depuis 1956, je suis André Fouda. Je suis désolé, moi je suis d'une Fundi. Mais j'ai créé un parti d'opposition parce que j'ai vécu dans cette affaire-là toujours. J'étais ici avec vous à Douala, sur Mme Foning en 2007, lorsqu'elle a perdu les élections en juillet. J'ai été de ceux qu'on avait envoyés parmi les jeunes pour l'aider à gagner ces élections en septembre. Je connais cette machine politique. Donc quand j'arrive à l'opposition, c'est justement pour dire aux jeunes, voilà comment il faut faire. Nous n'avions même pas de grands moyens. Je sais que le patron de mon petit en face, c'était 143 millions, on avait dû donner quelque part pour qu'il puisse avancer. Et celui qui aussi à Douala, là, qui dansait pendant la présidentielle en chemise, là, partout, là, il est toujours avec vous, là. C'était 100 millions qu'on a donné pour lui. Donc, il dit toujours des choses comme ça. Mais c'est cette compromission. Non, je sors par là, c'est pour le titiller un tout petit peu. C'est pour le titiller, je sais qu'il va repartir. C'est pour le titiller, pour dire qu'en fait, je suis allé aux élections avec les enfants sur mes propres moyens et sur leurs propres moyens, c'est-à-dire des petites cotisations. Et quand les élections sont finies, je leur ai dit, les élections, c'est pas une vie. Il faut rentrer à vos jobs, il faut rentrer à votre école. Pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, la multiplicité des partis sert le parti au pouvoir. Mais il faut trouver en ces Goliaths-là son pied d'argile. Son pied d'argile, c'est justement dans cette multiplicité. Figurez-vous que beaucoup refusent la communautarisation de la société camerounaise et pourtant, c'est ce que nous sommes. La plupart des partis politiques, si vous prenez, je sors par là, 328 partis, vous divisez par le nombre d'arrondissements, vous allez trouver au moins 0,90 partis par arrondissement. C'est-à-dire que... C'est vrai que c'est un tout petit peu contradictoire quand vous dites que la multiplicité des partis politiques sert plus au pouvoir qu'à autre chose, mais vous avez quand même créé un parti politique dans ce contexte. Mais justement, c'est pour ça que nous l'avons spécialisé, et nous l'avons spécialisé sur l'élément le plus nombreux du pays, c'est-à-dire la jeunesse. Parce que si au moins les 65-70% à considérer que nous avons même 40% de la jeunesse dans notre parti et qui sont en âge électoral, mais nous pouvons faire quelque chose, madame. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça, c'est beaucoup quantitatif. Mais je vais aller sur cet élément qui était, me semblait, le plus important et sorti par là pour dire que 328 partis, c'est au moins 4 à 5 partis par département si on considère l'origine du créateur du parti. Soyons simples, nous avons 58 départements. Si nous partons de là, c'est-à-dire que sur les 328 partis, que nous avons 4 à 5 partis par département selon l'origine du parti, et que nous disions que, à Jouvence, c'est ça notre plan pour l'après-quand, je vais vous le faire comme ça en primeur. Nous allons peut-être travailler avec le leader de M. Ndjok. Pour dire que chaque leader, comme vous n'avez pas été actif depuis 30 ans, par exemple, pour ceux qui ont créé leur parti depuis, motivez vos troupes et actionnez-vous seulement dans vos régions ou vos départements ou vos arrondissements d'origine.
puisque nous n'avons pas de moyens. Donc chacun dans sa région d'origine s'active. Et nous faisons la fusion de ce dynamisme-là communautaire. Nous pouvons influencer la machine en face. C'est-à-dire que j'ai vu 10 petits partis se rassembler à la Fondation d'âme, dire que les grands partis politiques, on a décidé qu'on a vu ça en 90, on a vu ça en 2004, on a vu ça en 2000, ça n'a rien donné du tout. Nous pensons que nous pouvons faire une alliance des petits partis politiques. C'est-à-dire que 328 moins 10, ça fait 318. Si on réussit à avoir 300 et que les 300 travaillent chacun dans son village, dans sa communauté, quand le RDPC arrivera, on leur dira, écoutez, nos voix dans notre village, on les donne à ce petit parti qui ira leur donner au parti qui aura choisi notre candidat sur le plan national. Et on verra comment ça va. Est-il possible justement que la multiplicité des partis politiques ne serve pas la cause du RDPC dans l'éclatement des voix? Non, en fait, Valère convoquait tout à l'heure les théories de Sciences Po. Il a oublié de convoquer une autre théorie, la théorie de l'écologie politique bis. Vraiment qui se fonde sur la logique communautaire, comme il a convoqué tout à l'heure. Non, il y a un certain nombre de choses qu'il faut comprendre. Je vous l'ai dit, si on est dans un environnement démocratique, il faut accepter également l'expression de la démocratie. Qu'est-ce qui va avec, les valeurs qui vont avec. Cessez de voir en ça les petits partis politiques. Tous les partis politiques, a priori, se valent. Voyez-vous, j'évite le terme de grand parti politique parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement un grand parti politique au Cameroun. Même le RDPC n'en est pas un. C'est un parti administratif et non un grand parti politique. Voyez-vous, parce qu'il se fonde, il repose, n'est-ce pas, sur la machine administrative, dont M. Valère Bessala en a été un élément ou un relais. Du tout. Je suis en train de parler, je parle sous son contrôle. Vous avez vu tout à l'heure, il vous a dit qu'il a été envoyé ici pour, n'est-ce pas, non, mais je n'étais pas encore sur le terrain. Vous étiez sur la route, effectivement. Donc, je voulais continuer. Je voulais encore sur le Twitter. Je voulais continuer. Comme vous arrivez, par exemple, nous qui avons participé dans les élections un peu, j'ai été dans le cadre des élections régionales. Vous savez comment ça se passe, Leïla, avec les administrateurs, ou même ici dans le Vori. Je prends le cas de la 5, où on a gagné les élections de la 5. Vous le savez. Comment on a détourné nos élections de la 5. Bref, je ne veux pas revenir sur ce débat pour vous dire non, il n'en est pas forcément question de l'émiettement. Maintenant, il faut comprendre les motivations qui animent les uns et les autres. Moi, je voudrais il me semble que c'est ça la question la plus pertinente. Quelles sont les motivations qui animent les uns et les autres? Évidemment, vous voyez, le parti politique vous dit qu'on a été créé, nous on ne veut pas être président de la République, ils ne veulent pas conquérir le pouvoir. Vous interrogez un peu les motivations qui guident effectivement un tel parti politique. Parce que si on revient même aux missions constitutionnelles d'un parti politique, pour ne pas convoquer les missions sociologiques d'un parti politique, si vous prenez seulement l'article de la Constitution, on dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel, mais vous avez des partis politiques qui disent que nous on a été créés juste pour peut-être faire du show ou alors pour accompagner, ainsi de suite. Bref, c'est pour ça que je vous ai convoqué tout à l'heure l'élément fondamental qui lui permettra d'arbitrer, effectivement, ou qui permet d'arbitrer, qui est le citoyen électeur. Et c'est là où la spécificité un peu de notre entrée en politique, ça vous avez oublié ça, c'est-à-dire la mobilisation populaire, la mobilisation des masses. Il faut l'avouer que moi, sans vouloir parler de moi, mes travaux académiques ont porté sur l'engagement politique des jeunes au Cameroun Valais, vous le savez, dont j'ai soutenu publiquement. Donc on a effectivement convoqué que les 65% de la population, c'est-à-dire de 35 ans à 20 ans, c'est-à-dire ceux qui ont la majorité électorale à date, ne sont pas intéressés à la question politique. Il fallait d'abord ici transformer ceci. Il faut resocialiser ceci aux dynamiques citoyennes et civiques afin effectivement de pouvoir militer ou s'engager. Mais en termes de parole, vous me coupez, j'ai pas la même. J'ai l'impression d'être ostracisé sur ce plateau. Je n'ai pas le même temps de parole que les autres. Ou alors vous voulez faire évidemment un procès aux plus jeunes, à la fin de la population la plus nombreuse du Cameroun que je suis. Pourtant vous et moi dans le même âge, là. Donc vous devez quand même me soutenir moi et non les autres. C'était une fleur pour dire non, je ne reviendrai pas sur les affaires d'argent. Terminé, Christian Diop. Il faut comprendre effectivement que moi je vais sur le postulat selon lequel chaque parti politique au moins a une vision de transformation de ce pays parce que les conditions dans lesquelles nous vivons au Cameroun, je ne sais pas si elles vous arrangent, je fais que cautionner ça depuis, mais chacun, vous ne pouvez pas enlever la liberté aux uns aux autres de pouvoir proposer quelque chose. Maintenant, quelle est l'intention? Je dis bien, quelle est l'intention qui anime les uns les autres? C'est la question qu'on va poser. Vous prenez des partis politiques qui doivent effectivement peut-être émietter, parce qu'on le sait. Quand on définit un parti politique, ou alors on vous dit que c'est prendre le pouvoir seul ou avec d'autres partis politiques. Ça, c'est pour reprendre Ostrogoski, on se comprend, Mani. Donc, maintenant, vous avez des partis politiques, quand on dit allons aux élections, où il y a une occasion de pouvoir émietter ce géant au pied d'argile que convoquait tout à l'heure Valère.
ces gens vous disent non, on n'est pas là. Donc, vraiment, En une minute, Charles Dikam, avez-vous l'impression que le bien-être des populations soit toujours au centre de la création de ces partis politiques? Léla, permettez que je m'interroge. Mais bon... Interrogez-vous, Charles. Étant donné que je n'ai pas la science infuse pour pouvoir dire ce que pensent les autres, ni ce que veulent les autres, moi j'ose espérer que contrairement à ce que monsieur pense, Mani, nous sommes tous de bons citoyens, nous sommes tous patriotes, nous avons tous en vue que ce pays se porte mieux, et pour ça il faut avoir déjà fait le constat qu'il va mal. C'est peut-être là où nos points de vue divergent, c'est qu'il va mal et certains refusent de l'accepter même s'ils le vivent, et que de ce point de vue-là, chacun peut avoir sa porte de sortie, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et moi, ce que je dirais plus, c'est qu'on essaie de se focaliser un peu moins sur les leaders et qu'on se focalise un peu plus sur les programmes. La dernière fois que j'ai entendu parler d'un programme politique ici, ça date d'il y a très longtemps, même en période électorale. Je pense que ça fera déjà le tri de beaucoup qui sont là pour distraire et qui n'ont en réalité rien à proposer sinon que de maintenir le géant au pied d'argile, c'est tout. Merci Charles Dikam d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Patrick Mani Dupris. Merci à vous. Monsieur Bessala, une petite question. Pourquoi vous faites appeler le guide? Le guide parce que j'estime qu'on ne peut pas être 328 présidents. Le guide, c'est celui qui montre le chemin. Est-ce que c'est pas prétentieux? Il tient juste la torche. Non, ne confondez pas le guide Kadhafi. Voilà, c'est ce que j'ai failli dire. Le guide, c'est un terme qui existe au parce que bientôt, ils vont vous appeler le gourou aussi. Le guide, c'est un mot qui existe au dictionnaire, comme celui qui tient la torche, qui montre le chemin, mais qui n'est pas toujours en fait le premier de tous. Qui est suffisamment éclairé pour montrer le chemin. C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est pas prétentieux? Oui, peut-être mon éclairage vient de ma petite expérience. C'est pour cela que je veux la mettre au service des autres et je me suis appelé guide. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Christian Diok. Peut-être une petite question pour sortir. Qu'est-ce qui se passe avec... Je crois qu'il y a une affaire de pirogue avec le PCRN en ce moment. Écoutez, Leïla, c'est une révolution. Écoutez, Leïla, c'est une révolution, c'est ça le Cameroun. Un parti politique qui, dans ses missions, sauve la vie aux populations. Non, c'est vrai que c'est une pirogue neuve, vrai. Une pirogue neuve. Parce qu'il y a des mauvaises langues qui disent que on a... Non, vraiment, vous n'allez pas nous ramener les histoires du bug ici. Non, il y a des gens qui disent ça. Peut-être que je puisse parler, oui. Il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas parler des affaires du bug. Donc, allez-y, Leïla, vous êtes journaliste. Vous voulez parler de quoi? Du bug ou de la pirogue? Est-ce qu'il a cotisé? Leïla, vous êtes journaliste. Partez d'ici, Camille, c'est juste à moins de 100 francs. Vous pouvez marcher à pied, c'est juste un compte-bas là. Oui. Vous allez demander à combien les moteurs ont été achetés. C'est que les gens sont habitués à la racaille, à la, comment on appelle ça, la poubelle, à la casse. Effectivement, qu'on envoie toujours au Cameroun, qui sont surpris qu'on achète quelque chose de neuf. Allez-y, même à Camille, on leur a dit quand on achetait. Aujourd'hui, ils sont surpris. Les commentaires nous ont rappelé pour dire, écoutez, calmez-vous. On a donné quelque chose d'assez futuriste à ces populations que le RDPC n'a pas pu faire jusqu'ici. Allez-y, à Kouana où on a acheté la pirogue. C'est connu, les prix sont plus. Ça n'existe pas, il n'y a pas de bac. Il n'y a pas de bac. Mani, vous ne connaissez pas la dose. C'est justement parce qu'il y a ça qu'on a donné cette Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Mais il faut quand même nous souligner avec force ce que le PCN a fait. C'est révolutionnaire au Cameroun. On ne l'a pas vu par le passé. Mais il faut saluer. Merci, qualité. Vous noterez que le Cameroun de 2021 va évoluer grâce au pirogue. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30 minutes. Demain, lundi, lorsqu'il sera 13h30, on se retrouve dimanche prochain sur les Bon dimanche. Vous avez qu'à...